qu'une des grandes évolutions du métier RH, c'est presque flippant à quel point le portefeuille de compétences s'est étendu, mais au risque d'être mauvais partout. Et aujourd'hui, je suis obligé de mettre à jour mes cours tous les trimestres. À cause de l'alternance et de la formation continue, j'ai moins de vacances qu'un mec au forfait dans une grande boîte. C'est une arnaque intégrale ce truc. Un DRH qui pendant quasiment 50 ans a été le gardien du droit, le colonel, le champion de la négociation avec des partenaires sociaux en plus, qu'on lui dit « Hey bonhomme, test and learn, expérimentation, ose, innove, vas-y bonhomme !» Mais les mecs, ils tombent des nues. C'était le gardien du droit, on lui dit « Prends des risques !» Mes stratégies délibérées de carrière ont échoué. Toutes les choses sur lesquelles j'avais absolument aucune attendue ont fonctionné. J'en ai presque fait une théorie de la vie. C'est des directeurs financiers, des DG, mais des gens qu'on a propulsés en RH, parce qu'on voulait surtout pas un RH qui ressemblait à un RH. Je trouve pas trace vraiment de fonction RH avant le début du XXe siècle. Bienvenue sur Dimension RH, c'est votre nouveau podcast dédié aux leaders RH actuels ou futurs qui veulent faire rentrer la fonction RH dans une nouvelle dimension. Et c'est pour vous aider dans vos projets et vos enjeux que nous invitons des explorateurs et des exploratrices du monde de l'entreprise à venir partager leur parcours de vie ainsi que leurs meilleures pratiques du monde RH. Bienvenue sur le podcast encore une fois et bonne écoute. Michel, extrêmement content que tu sois là, content de faire cet épisode ce vendredi après-midi d'un septembre pluvieux, voilà, en rentrée de vacances. On est toujours en août. Cet podcast, on sait absolument pas quand ce qui va sortir, mais à la limite, peu importe. Pour information, pour ceux qui le savent pas, vous êtes sur le podcast de Dimension RH. C'est le podcast du cabinet Synkaigo qu'on a confondé avec Nicolas. C'est un cabinet qui est spécialisé en transformation RH, donc on parle transformation RH, ça reste quelque chose qui est assez large, mais on aime bien parler d'expérience employée, d'implémentation d'un super beau SIRH, de comment est-ce qu'on construit aussi une direction RH solide, moderne, etc. Et du coup, on est particulièrement content de t'avoir avec nous parce que c'est un sujet que tu connais bien. Alors, j'ai quand même mes petites notes. Tu nous as demandé si on avait fait de la recherche. On n'a pas creusé jusqu'à ton enfance, mais on sait que t'es directeur des éditions du Lab RH, t'es rédacteur en chef du Mag RH, responsable d'un MBA à Sciences Po, t'es professeur en école, t'as un autre master, tu fais aussi du conseil, tu fais aussi un métier que je ne connaissais pas, dont on va parler après, qui est conseiller scientifique pour les grands groupes. Alors ça, on va en parler, c'est franchement quelque chose que j'ai découvert. T'as un parcours assez riche dans l'écosystème RH français. Donc on va pouvoir parler de tout ça, on va pouvoir parler de toi, on va pouvoir aussi parler des pratiques qui peuvent être intéressantes pour les leaders RH qui nous écoutent. On a le temps, puisque c'est un podcast au format relativement long. En gros, c'est entre 1 heure et 2 heures en fonction, on essaie de pas dépasser. Mais quand même, l'idée, c'est de prendre le temps d'aller au fond des sujets. Donc voilà, on est là pour discuter. Encore une fois, comme je le dis à chaque fois avec nos invités, parce que c'est à chaque fois le cas, on a discuté avec toi, on s'est dit, on aurait dû enregistrer. Du coup, voilà, on enregistre aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, t'as dit beaucoup de choses quand même, mine de rien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vrai que quand le concept de slasher a émergé, je me suis dit, il faut que j'arrête de dire carte 1, carte 2, carte 3, il faut que je dise slasher. Et ça m'a même amené à théoriser 2 types de slasher. Qu'est-ce que c'est qu'un slasher déjà ? Voilà, mais le slasher, c'est quelqu'un qui combine différentes activités. Mais il y a le slasher que j'appelle finalement entre guillemets de passion, bijoutier le samedi, DJ pendant ses vacances, DRH d'un grand groupe. Donc ça veut dire qu'il y a des activités qui sont absolument pas reliées entre elles. Moi, en fait, je me définis comme un slasher écosystémique parce que toutes mes activités sont autour d'une même thématique, s'enrichissent les unes les autres. Ok. Par exemple, une recherche va se transformer en cours et peut-être en article dans le Mag RH et peut-être en bouquin, qui me donnera une image qui me permettra peut-être de faire du conseil, des conférences, voire de devenir conseiller scientifique. Donc, slasher écosystémique. Ok. Et aujourd'hui, speaker dans un podcast. Eh ben ouais. C'est la continuité. Le slasher écosystémique, je l'ai pas vu venir celui-là. C'est quelque chose. Michel, pourquoi est-ce que tu as accepté de venir aujourd'hui à ce micro ? Alors moi, je suis toujours dans la vie, dans cette idée qu'il faut laisser une ouverture quasi totale à toute opportunité qui se présente. Voilà. Les barrières limitantes, le prédiagnostic, c'est souvent
ce qui empêche de faire les plus belles rencontres, les expériences les plus intéressantes. Alors après, ça a une limite qui est la saturation, le burn-out et le trop-plein, parce que il faut aussi savoir doser. Donc il y avait d'abord ça. Il y a aucune raison de dire non. 2, quand même, parce que je vous aime bien tous les deux. On a déjà eu plusieurs temps, un temps d'échange. On avait déjeuné. Vous me présentiez un peu le lancement de votre activité. On a collaboré sur votre étude RH dans le cadre du MAG-RH. Vous êtes intervenu à l'IAE dans le master de RH dans les multinationales. On s'est revu à un after-work que vous organisiez. Donc ça fait un fil de petits moments, une petite rencontre qui font que les choses s'inscrivent naturellement dans une sorte de fluidité. Et donc c'est de la curiosité, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Parce que j'avoue que depuis une semaine, je fais le buzz sur le podcast long, et à chaque fois les gens sont interpellés par le 2 heures. T'as quoi comme réaction? Comment on tient 2 heures, mais ça doit être épuisant, mais qu'est-ce que tu peux raconter pendant 2 heures tout en restant intéressant? Et pourquoi 2 heures? Les gens n'ont plus le temps d'écouter un podcast de 2 heures, donc vous avez trouvé un bon positionnement. S'il fait parler, s'il interpelle, c'est que déjà il est différenciant, et qu'en plus faire parler, c'est déjà intéressé. Donc voilà toutes les bonnes raisons d'être avec vous que des bonnes raisons. Ce vendredi. Trop bien. Génial. Je te vois vraiment comme une encyclopédie, Michel, avec le parcours que tu as. J'aimerais qu'on revienne dessus. Yes. Comment est-ce que tu partagerais en quelques chapitres le parcours que tu as après 30 ans, 25 ans, quelque chose comme ça? Oui, je vais pas faire le vieux du podcast, mais quand même, c'est vrai que moi, je passe le bac en 88. Je suis diplômé de mon master 2 en 94, 95, parce que j'ai une double diplomation. Je fais ma thèse en 99, et donc si on compte à partir de la thèse, c'est ma 25e année de vie pro, sachant que je travaillais déjà pendant ma thèse. Ok. Et donc, en fait, c'est un peu la réflexion par rapport à votre première question. Pourquoi le podcast? Parce que, en fait, c'est marrant d'ailleurs avec le recul de raconter ça, mais toutes mes stratégies délibérées de carrière ont échoué, et toutes les choses sur lesquelles j'avais absolument aucune attendue ont fonctionné. J'en ai presque fait une théorie de la vie. Par exemple, j'aurais voulu intégrer Sciences Po, je suis sûr que j'y aurais mis trop d'énergie, j'aurais peut-être été agressif, j'aurais été stressé, j'aurais pas été naturel, je me serais mis des pressions, les gens m'auraient vu peut-être arriver comme une menace. Et il se trouve que, par exemple, Sciences Po, c'est une rencontre avec Sylvie, qui était une amie d'une amie qui voulait prendre un verre avec moi un soir à la Madeleine pour parler de sa carrière. À ce moment-là, elle était chargée de recrutement à la FINAREF. Donc, pourquoi lui dire oui ou non, tu vois, c'était déjà là où ça... Non, j'ai un vendredi soir chargé de recrutement de la FINAREF, non, là, oui. Puis après un deuxième temps où finalement elle avait des choses intéressantes à dire sur le recrutement. Donc à l'époque j'étais encore un prof à Dauphine. Donc j'ai dit tiens, si t'intervenais à Dauphine, ça s'est bien passé. Donc on a gardé le lien. Elle fait une formation continue à Sciences Po. Formation continue. Donc quand je la rencontre, elle en fait pas partie. Qu'elle réussit, elle intègre le bureau des alumni de Sciences Po. Elle doit organiser une conférence sur IARH. Elle se dit mais à qui je peux demander? Tiens, peut-être à Michel. Elle me fait intervenir, mais vraiment pas très convaincu, mais presque comme dans un renvoi d'ascenseur. Lors de cette réunion, le patron du master RH qui cherchait quelqu'un sur IA et transfo digital dit tiens, ce gars-là, il a l'air pas mal, me propose les cours. Comme les cours se passent bien, on me propose d'intervenir sur une conférence un soir pour l'exécutif master RH. Comme la conférence se passe bien, on me dit tiens, si t'intégrais le corps professoral, et après un concours de circonstances totalement incroyable fait que le N-1, N-2, N-3, N-4 du diplôme s'en vont, et on me dit, Michel, 6 mois après, est-ce que tu voudrais pas diriger l'exécutif Master RH? Et comme ça se passe bien, on me propose le poste de prof affilié. Où est la stratégie dans tout ça? J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a le côté que ça se passe bien à chaque fois, tu livres quelque chose de qualité. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Il y a, c'est pas ce concept de sérendipité? L'idée de saisir les opportunités. La sérendipité, c'est un peu la tarte tatin. C'est en gros, t'avais pas prévu, tu fais un truc et puis t'inventes un gâteau qui sera le succès. Là, je dirais plus,
il y a quand même, malgré tout, comme je n'en attendais rien, une sorte de coolitude et d'ouverture. Parce qu'à contrario, j'ai voulu à d'autres moments être vice-président de ma fac de manière délibérée et j'ai jamais eu autant d'ennemis, de guerres, de problèmes de réputation. Mais parce que tout le monde savait que j'en avais envie, les gens me voyaient arriver de 50 kilomètres, j'étais tout d'un coup une cible à abattre. Donc ça m'a quand même toujours étonné, ça. Les choses vraiment un peu magiques, comme les diplômes par exemple. Ça m'a souvent été apporté par un gars qui dit tiens, on pourrait pas se faire un diplôme tous les deux, et puis au bout d'un moment il abandonne. Je me retrouve avec le diplôme et boum, ça marche. Et à d'autres moments, dit tiens, si moi je décidais de faire ça, et non. Et pour continuer l'anecdote, mon collègue de bureau Olivier est lui le stratège. Tout est délibéré, tout est pensé, tout est anticipé, probabilité de succès, d'échec. Est-ce que je dois mettre le niveau d'énergie? Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que l'énergie n'aurait pas plus d'impact ici? Est-ce qu'il y a un risque d'échec? Est-ce que c'est sûr à 100%? Et ainsi de suite. Et c'est devenu mon meilleur ami et mon avis professionnel. Et je trouve ça fascinant dans le bureau de voir coexister une approche très qu'on appelle nous en stratégie incrémentale, de petits pas, presque de start-up, hein. Test and learn, expérimentation, s'ouvrir aux possibilités. Puis à un moment, là tu as raison, quand les possibilités arrivent, savoir les convertir. Donc ça c'est autre chose versus une stratégie délibérée. Mais c'est deux stratégies qui marchent en fait, coup, ouais. Et qui sont sans doute liées aussi aux qualités, à la nature des individus. Si tu me permets, mais alors vraiment très rapidement, même si on a beaucoup de temps, mon rêve après ma thèse à Dauphine, c'était d'être prof de stratégie management. C'est-à-dire que mon deuil de la finance et de l'entrepreneuriat n'avait pas généré d'intérêt même pour les RH, parce que j'avais pas aimé mes cours de RH honnêtement pendant mon cursus. Et c'est juste en dernière année de Dauphine, un prof qui m'a dit tu devrais prendre quelques cours de TD en RH, ça fera pas de mal pour diversifier un peu ton portefeuille si tu fais trop de cours de stratégie entrepreneuriat. J'ai jamais fait de cours de finance, parce que moi-même n'arrivant jamais à trouver compta équilibré, ça n'avait pas de sens de chercher à l'enseigner. Et donc je me présente, parce qu'en fait pour être maître de conférence, faut soutenir une thèse, être qualifié par une instance qui s'appelle Comité national des universités, qui au-delà même de ta mention va dire oui, il a bien le droit de postuler, et après il faut qu'une fac te choisisse. C'est un concours fac par fac. Et tu fais le tour de France, honnêtement. Ça génère même des coûts. Tu prends le train, tu dors sur place, avec une probabilité assez faible en plus d'être retenu, parce qu'à chaque fois il y a un candidat local. Et comme je te le disais, mon objectif du bureau, c'était prof de stratégie à Dauphine, et tout le monde me promettait la place. Vu la thèse qu'il a fait, vu le gars sympa qu'il est, et puis en fait shooté dès le premier tour, tu vois, même pas classé, hein. En plus bon bref. Et à un moment j'atterris sur donc oui, j'avais postulé aux offres de marketing, de stratégie, d'entrepreneuriat et de RH. Et donc sur un job que je voulais pas, sur lequel j'avais une expérience d'enseignement faible, de mauvais retours moi en tant qu'étudiant et une expertise nulle. Ben en fait c'est les seuls qui m'ont recruté. C'est dingue, hein. Et j'arrive pas à l'expliquer ça. Tu vas dans un truc où t'as toutes les cartes, c'est toi quoi. En fait, t'es le meilleur. Enfin c'est peut-être exagéré, mais tu fais partie des meilleurs et t'as toutes les cartes. On te dit non. C'est ton signe astrologique, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est peut-être l'ascendant là qui joue. Et puis t'as un autre truc, en fait, ils ont aucune raison de te prendre. S'ils ont des vrais RH, et là ils se disent à lui. Et je crois peut-être que mon comité de sélection ne connaissait pas plus les RH que moi, en fait, parce qu'à la fac on constitue des comités, on recrute pour tous les postes de l'année. On prend 2 profs, 2 maîtres de conf, interne, externe, et ainsi de suite. Et peut-être que cette année-là, j'avais des financiers, des stratèges, et quand on a parlé, vous avez fait de la finance, vous avez fait de la stratégie, j'étais très à l'aise, parce qu'en fait, je pouvais parler aussi bien de direction d'orchestre que de PDG, que de stratégie, que de finance. Donc j'avais une polyvalence qui me permettait finalement d'être assez large. Mais si j'étais tombé sur des spécialistes de RH, ils m'auraient dit, mais monsieur, vous n'avez aucune compétence dans le domaine. Et donc les RH, c'est plutôt... je prends le poste. En plus, t'es recruté et puis t'as quelques mois pour monter ton cours. Et quand on dit monter, c'est 200 heures tout d'un coup qui te tombent dessus pour faire tes cours. Et je pense que en n'étant pas RH, en n'ayant pas voulu être RH, en ayant d'autres expertises, j'ai regardé la matière un peu différemment dès le début. J'ai sans doute été plus naturellement intéressé par la stratégie RH, l'image, le positionnement, moins peut-être par le côté régalien, etc. Et deuxièmement, l'étudiant, j'en suis tombé amoureux en fait. Tu
tu vois. C'est plutôt une rencontre hasardeuse, mais extrêmement heureuse. Et petit à petit, plus j'approfondissais, je disais, mais en fait, c'était totalement fait pour moi, cette matière. Il y a de l'humain, il y a de la socio, il y a du comportemental, il y a du transformationnel, il y a quand même d'énormes enjeux business, financiers. Donc, c'était une fonction faite pour moi, mais je l'ignorais complètement. Mais mon chemin de vie m'a amené là. Ce malentendu, c'était fait pour toi. Ah ouais, c'est un super malentendu. La preuve que 25 ans plus tard, c'est toujours en RH. Et justement, je vais rebondir là-dessus. On avait prévu de parler d'un livre que tu as écrit qui s'appelle RH Bassing. On voulait savoir quels étaient tes apprentissages. Mais avant ça, tu as dit, donc je vais changer un peu l'ordre de la trame, c'est pas grave. Tu as dit que tu n'avais pas aimé tes masters RH. J'ai pas fait un master RH. Enfin, t'avais pas aimé les cours RH. Et là, maintenant, t'es en gros directeur de 2 masters RH, un pour les jeunes et un pour c'est un MBA, donc c'est pour les execs. Continue. Comment est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais pour rendre ces masters RH intéressants? Parce que t'as vécu toi-même des cours qui t'ont pas passionné. Peut-être juste en préalable pour vous compreniez bien, c'est vrai que beaucoup de gens deviennent profs à la fac ou maîtres de conf, mais c'est rarement l'enseignement qui a été leur moteur de choix. Très souvent, c'est plutôt l'appétence intellectuelle pour la recherche. En fait, tu fais d'abord une thèse. D'abord, ton quotidien, c'est 3 ans de recherche, de data, d'implication, etc. Ça peut être parfois un choix de protection. C'est un boulot à vie de fonctionnaire avec des jeunes pour lesquels tu as normalement un rapport à un lien de subordination. Et où ça peut être effectivement des institutions publiques, politiques qui sont intéressantes en termes de pilotage, devenir un président d'université ou faire des carrières administratives et politiques. Ce qui fait, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, que tu en as très peu qui viennent là par passion de la transmission, de l'enseignement, et ainsi de suite. Ce qui explique toutes les expériences malheureuses qu'on peut avoir. Et après, et c'est là où c'est très mal fait, dans ta carrière, rien ne t'incite à investir en pédagogie. Tes promotions, tes primes, tes réussites vont être liées soit à la qualité de tes publications, ta production scientifique, soit à ton investissement syndical, soit ta carrière politique et administrative. Donc, tu as des gens, a priori, qui sont pas tous motivés par l'enseignement et qui n'ont pas choisi pour ça, mais en fait, ils disent c'est la partie ingrate du métier, mais c'est que 192 heures et ma vie est ailleurs. Et en plus, tout te pousse à ne pas l'investir. Et moi, il se trouve que... Encore aujourd'hui. Ah ouais, plus aujourd'hui qu'hier, de plus en plus, parce qu'avec le classement de Shanghai et tout, on ne récompense pas la carrière d'enseignant. Ouais, ok. Et on ne forme pas. Tu te rends compte que on te recrute à vie pour faire des cours, alors que t'as jamais eu, contrairement aux instituts ou aux trucs, tu n'as eu aucun cours de pédagogie. Le premier jour où je suis arrivé à Paris-Est avec mon collègue dont je vous parlais tout à l'heure, Olivier, on avait fait des cours en s'appuyant sur notre expérience d'élèves à Sciences Po, enfin pas Sciences Po, à HEC, ESSEC et Dauphine. Et là, j'enseignais à des bachelors de 2e année en IUT. Donc j'avais fait ma méthode américaine, voilà les 50 articles, je reviens dans une semaine, je compte sur vous, allez les gars. Ils m'ont regardé. C'est un moment de solitude, je parlais, j'avais des mines fermées, les mecs, il n'y avait pas de portable, les mecs pouvaient même pas, enfin il y en avait, mais c'était pas répandu. Et il y a juste un élève timide qui lève la main et qui dit Monsieur, ça va être comme ça toute l'année. Mec, au bout de 10 minutes. Et c'est marrant parce que je rentre en me disant mais qu'est-ce que j'ai raté, parce qu'en plus, bon élève, je bossais depuis 6 mois sur mes cours, et en rentrant, je balance mes cours en disant je vais devoir repartir de zéro, sinon je vais me faire, en plus c'était pas des rigolos, je vais me faire tuer. Et je vois que Olivier a jeté tous ses cours, que la poubelle est pleine de tous les cours. C'est-à-dire, on avait vraiment, et donc face à ça, il y a des gens qui disent posture 1, de toute façon les jeunes n'ont qu'un cerveau, le niveau baisse, tous des cons, et vraiment et encore des jeunes collègues cette année qui reviennent en salle des profs après le premier cours en disant après le premier cours, j'ai vraiment perdu mon temps avec ces bandes d'escrocs, comme s'ils pensent que j'ai que ça à faire. Non mais attends, t'es prof, c'est ton métier d'aller les embarquer. Et donc moi j'avais cette envie de transmission. Donc l'une des premières clés, c'est aimer faire cours. J'ai toujours aimé ça. Donc bien sûr, si t'aimes les étudiants déjà, il y a de fortes chances qu'ils t'aiment en retour. Si tu les aimes pas, bien sûr, il y a peu de chances qu'ils t'envoient après du feedback positif.
Et si tu veux transmettre, tu vas déployer de l'ingénierie pédagogique pour y arriver, si tu veux. Donc, dès le départ, j'étais habité par ça, voilà, dans mes cours. Et troisièmement, mais c'est marrant, un peu comme les start-upers qui ont été avant salariés dans des boîtes, j'avais des expériences de prof qui pour moi étaient fatales, quoi, entre guillemets. Tout sauf être ce prof là. Voilà. Et je savais aussi le type de cours que moi j'aurais aimé avoir pendant mon enseignement, et les profs qui m'avaient inspiré comme Thésnaz Dumoncel et d'autres. Et donc c'est juste ça. J'ai juste enseigné les RH en devant investir une matière que je connaissais pas, donc en partant des basiques. Et puis a priori en essayant de la creuser, en aimant le rapport pédagogique et les étudiants, et en me donnant les moyens de que ça serve à quelque chose et que ça soit pas un temps perdu pour eux et pour moi. C'est juste ça mes trois ingrédients. Et juste avec ça m'a mené alors déjà être un prof pour qui c'était un plaisir et ça se passait bien. Après, je pense que mes cours d'entrepreneuriat, mes cours de finance, mes cours de strat m'ont après aidé pour monter des programmes, les piloter, les commercialiser, développer des programmes en apprentissage, savoir parler à une boîte, à un client. Et donc ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a le métier de prof et puis il y a le métier de patron de diplôme. Et là, c'est plutôt les compétences managériales, entrepreneuriales, voire entrepreneuriales, la thèse, quoi, sur des dirigeants aspirants, tu vois. Et justement donc nous, ce podcast, il est vraiment pour les leaders RH, pour leur permettre d'avoir toutes les armes et pour pouvoir amener leur fonction dans une nouvelle dimension. C'est pour ça que ça s'appelle Dimension RH. Et du coup, on se posait la question, qu'est-ce que va chercher quelqu'un qui candidate à ton... Executive Master RH à Sciences Po Paris. À Sciences Po, ouais. Qu'est-ce qu'il va chercher? Qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'est-ce que ça lui permet? Ça lui permet d'accéder à quoi? Peut-être c'est quoi le profil type des personnes qui font ça? Ouais. C'est d'autant plus intéressant, mais je suis en retard là-dessus que la com nous demande de faire des personas et de retravailler un peu. C'est l'occasion. Notre cible, c'est l'occasion de verbaliser les choses. Contrairement au modèle anglo-saxon qui est quand même généralisé partout dans le monde, on n'a pas, nous, un séquençage Bac+3, 2 à 5 ans de vie pro et un MBA après avoir au moins bossé 2-3 ans pour que ça soit utile. On enchaîne. Bac+0 à Bac+5. Au mieux, on fait une année de césure. Et donc les gens arrivent à Bac+5, parfois en alternance. Heureusement, ça a apporté un meilleur lien entre théorie et pratique, mais en ayant enchaîné la maternelle au Bac+5. Surtout dans un monde, l'acronyme VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, voire banni, c'est-à-dire fait de crise, d'imprévisible, de chaos, de moments où on a besoin de résilience. La durée de vie d'une compétence décroît vite. Et donc, quand on fait le profil type de mes participants, ma typologie, c'est j'ai un profil 1. Le profil 1, c'est des DRH de métier qui veulent briser un plafond de verre. Ils sont responsables relations sociales, ils sont responsables recrutement, mais ils sentent bien que pour être DRH, pour être directeur d'un RH d'un pays, pour être directeur de la transfo, pour être au COMEX, au-dessus, ça veut pas. Parce qu'il leur manque, malheureusement en France, la carte HEC, la carte Sciences Po, la carte etc., etc. Donc j'en ai certains qui viennent en disant j'ai tout le bagage hard skills, compétences métiers, mais il me manque cette brique, et cette brique je vais aller la chercher maintenant. Parce que je l'ai pas eu avant. La brique, c'est l'étiquette. C'est le nom. Alors la brique, elle est triple. Elle est un diplôme d'un grand établissement français. Deuxièmement, le réseau des alumnés de grands réseaux français, parce que tu rencontreras beaucoup de DRH qui ont fait Sciences Po et qui te verront, c'est le jeu des réseaux avec plus de bienveillance parce qu'ils ont eux-mêmes passé par là, plus une remise en cause de leur posture et une amélioration de leurs soft skills et de leurs compétences métiers, parce que beaucoup de RH ont né dans le guidon, pris et scotchés par les réformes, le régalien, l'administration du personnel, les obligations de relations sociales, ce qui fait qu'au bout de 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie pro, la strat RH, le people hop, la transfo digitale, le changement climatique, là il y a vraiment besoin d'une montée en compétences. Donc ils viennent un peu chercher tout ça. Donc tu vois, mais c'est très clair cette population là. J'ai une deuxième population mais aussi importante de DRH mais qui ont jamais fait d'études RH. Un peu comme moi en fait, c'est-à-dire que
C'est des directeurs financiers, des DG, mais des gens qu'on a propulsés en RH parce qu'on voulait surtout pas un RH qui ressemblait à un RH. Tu sais, c'est très commun maintenant dans les boîtes du CAC. Non, trouvez-moi pas un RH qui a fait des études de RH, qui va nous faire des RH comme dirait Bénédicte Tellois, c'est-à-dire un truc que les seuls RH comprend, pas du tout business, pas du tout un impact. Donc tiens, je vais prendre le patron de l'Europe parce qu'il a des résultats incroyables. Tiens, je vais prendre tel gars parce que il va mettre de la data et du KPI. Il va faire la révolution RH. Sauf que eux, ils sont tassés en inconfort de bagage RH. Mais ils viennent chercher le contraire, eux. On n'a rien à cirer du diplôme. Ils viennent chercher une formation qui leur permet de réussir dans leur poste en leur amenant les compétences RH dont ils manquent, sachant qu'ils ont le reste des compétences transversales du DRH. Et ces deux populations-là, selon les années, font entre 40 et 60% de mon public. Mais j'ai 40% de non-RH, dont certains veulent se reconvertir en RH et d'autres ne veulent même pas être RH, mais veulent avoir cette brique en plus. Donc là, on va retrouver des directeurs juridiques, des directeurs marketing, des directeurs RSE, des directeurs financiers, des DSI, des DG, soit pour aller en RH, parce que ils ont fait un bilan de compétences, ils sont évalués, c'est un truc qui les botte, donc ils le font en préparation d'un mouvement. Soit je suis DG, je resterai DG, mais je trouve que j'ai trop de compétences analytiques et business et j'aimerais me rajouter des compétences RH. Et donc, et moi je suis ouvert à cette hétérogénéité, c'est-à-dire que je trouve que la force d'un exécutif master RH après un master RH où t'as que des RH qui veulent faire des RH par nature, c'est d'avoir dedans des gens hyper forts en finance, d'autres hyper forts en IA, d'autres des RH de métier mais qui manquent d'eux. Parce que c'est vrai que l'une des grandes évolutions du métier RH, c'est incroyable et c'est presque flippant à quel point le portefeuille de compétences s'est étendu, mais au risque d'être mauvais partout. Et donc, il faut être super bon en digital, super bon en tech, super bon en changement climatique, super bon en change, super bon en people up, super bon en recrutement, sans oublier le droit social, le recrutement, le talent, etc. Donc, quoi qu'il arrive, tous mes participants ont au moins besoin d'acquérir 50% du programme que je vais leur proposer et ils seront leaders. J'imagine, oui, mon DRH de métier, quand on va parler recrutement, s'il fait du recrutement depuis 20 ans, il va être leader sur cette thématique-là. Et quand on va parler de data RH, il va bien être content d'avoir 2-3 DSI dans l'équipe qui, là, vont s'éclater. Donc, c'est un peu ça mon parti pris, si tu veux, en exec. Et donc, quoi qu'il arrive, on vient chercher le titre. Hein. Le titre fait rêver beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui voulaient faire Sciences Po jeunes ou qui l'ont découvert tardivement ou qui regrettent de ne pas l'avoir fait. L'image, bien sûr, du diplôme, le corps professoral joue. Et puis après, travailler les soft skills, les postures, les compétences métiers, se remettre à jour et briser des plafonds de verre dans le regard des autres et tirer parti du réseau des alumni. Donc, tu vois, ça fait beaucoup d'arguments, en fait. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a parmi les modules, je sais pas comment on appelle ça, les modules, enfin les thématiques, les modules, est-ce qu'il y en a qui scotchent vraiment les participants en disant mais en fait c'est vraiment la brique dont j'avais besoin et qui sort, qui est peut-être un peu nouvelle, tu vois, qui est vraiment dans l'air du temps et la particularité de mon exécutif Master RH, j'en ai hérité. Déjà, j'avais dit tout à l'heure, je vous ai refait le fil du concours de circonstances qui m'a amené là, qui est quand même vraiment incroyable. Hein. Quand déjà ? Là, ça va faire 8 ans quand même. Donc, j'en ai hérité il y a 8 ans. Ça commence. De toute façon, je reste, donc ça dure après. Quand j'en ai hérité, pour rendre à César ce qui est à César, l'ancien DRH de BIC, François Essette, et c'était une particularité de Sciences Po, les alumni en fait, c'est-à-dire les DRH qui avaient fait Sciences Po avaient pris le pouvoir dans cet exed. Il y avait des problèmes de gouvernance, les directeurs avaient sauté. Plusieurs, hein, tous les ans ça sautait. Enfin, je suis arrivé vraiment dans une prédictivité de durée dans le poste à 6 mois, 1 an, puisque en fait les 4 d'avant étaient pas restés très longtemps. Et François dit stop à des programmes RH faits par des profs RH qui n'y connaissent rien. C'est nous les DRH qui allons faire le programme dont on rêve. Et dans son équipe, il avait RH de Schneider, DRH de Casino, DRH d'AXA IM, et ils se font le programme dont ils rêvent. Et donc, ils font un truc génial, je sais pas si moi j'aurais pensé à le faire. Ils arrêtent le côté module 1 recrutement, module 2 formation, module 3 et tout. Ils disent non, on prend un enjeu problématique. Aujourd'hui, il y a un enjeu d'engagement, par exemple. On va faire un module engagement. Il y a un enjeu attractivité, fidélisation. Il y a un enjeu
développement, mais aussi grosse mindset et learning agilité. Il y a un enjeu ROI, finance, performance et data. Mais ça change de l'envisager en problématique et en besoin plutôt qu'en module. Ouais. Okay. Donc ça, c'est le premier ingrédient qui l'amène. Et quand j'en hérite, je touche à rien, si ce n'est que les axes d'amélioration, bien sûr, c'est que dans un Exen, on peut changer, on a des comités de pilotage, on se réunit 4 fois par an, on peut quasiment changer tous les 3 mois, ça on arrête, ça on continue, ça on garde l'intervenant, ça on le garde pas. L'année dernière, on a dit il nous faut du green RH et un module RH et transition écologique. Il n'a pas fallu plus de 3 mois pour se dire ok, le monter et se dire qu'est-ce qu'on arrête. Donc c'est un diplôme qui vit, alors qu'en fait en initial t'es habilité pour 5 ans avec des normes, donc ça te fiche ton programme et parfois 5 ans c'est long hein, dans le monde d'aujourd'hui, t'as des matières à la noix et donc t'as cet élément que c'est un diplôme organique. Et moi par contre j'étais pas satisfait totalement du casting. C'est-à-dire que je trouvais le programme canon, mais je me disais, vu le prix, puisqu'on est premium, on est l'exec master le plus cher de la place, concrètement. Alors, c'est joué quelques milliers d'euros, mais c'est le cas. Vu l'âge des participants, vu leurs attentes fortes sur la façon dont ça doit leur permettre de changer leur trajectoire de carrière et réaliser leur rêve pro, on ne doit avoir que des intervenants les meilleurs dans leur domaine, mais aussi hyper inspirants. C'est-à-dire que on y met une brique DRH humaniste et éthique. C'est-à-dire que ce gars-là, on aurait envie d'être dans son équipe. Donc je supprime les profils trop purement consultants. Je mets que des DRH de métier ou des gens qui me semblent clivants, et je mets des personnalités qui sont à l'image du DRH qu'on aimerait incarner. Et je mets une norme de recrutement hyper haute. C'est ça les ajustements que j'ai fait, si tu veux, pour répondre à ta question. Et justement, c'est par rapport à ces enjeux, ça parle de Green RH. Est-ce qu'il y a un enjeu, l'enjeu pour 2025-2026, le truc Mais nous, on est partis, mais vous les connaissez. De toute façon, j'ai ramené dans l'équipe Jérémy Lamery, Boris Sirbet, mais pas que. Très clairement, les briques qu'on travaille aujourd'hui sont autour du futur du travail, bien entendu des technologies et de l'IA, mais également du changement climatique et ces idées-là, c'est d'aborder ces thèmes pour être pas simplement en réaction à ces révolutions, mais en posture de leadership et en création de valeur sur ces sujets, en capacité à embarquer un collectif. Donc si tu veux, c'est pas. Mais il y a 2 ans, j'ai fait un module métaverse RH, même si après quand Facebook a dit on n'est pas prêt, on reviendra dans 20 ans, je l'ai enterré, même si ça sera peut-être pas 20 ans. Mais on a ces plasticités là, donc si on doit saisir un sujet, mais tu vois par exemple, on a un sujet pair finance data où on a vraiment des cours de finance pour des RH, des cours de data pour des RH, des cours de business pour DRH, des cours de strat pour RH, et ça, la posture de DRH stratège, on la travaille sur plus de 40 heures. Tu trouveras pas ça dans tous les programmes, mais on a aussi des coachs, des médiateurs, des gens qui travaillent sur les négociations difficiles pour travailler sur comment s'imposer dans un rapport de force ou pour défendre un périmètre RH, parce que l'un des constats que je fais, c'est que les compétences métiers servent pas à grand chose. Enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est Dave Ulrich. Si t'es pas un acteur crédible, et pour être un acteur crédible, tu dois travailler une posture parfois de la confrontation, du rapport de force ou de l'adhésion. Donc on va le travailler, des spécialistes de la médiation, des psys, des gens de travail de com et ainsi de suite. Donc il y a plein de modules que tu trouverais pas en formation initiale parce que c'est trop tôt, ça s'y prête pas. Donc les soft skills sont aussi vraiment revus. C'est la moitié. Avec des exercices pratiques. En fait, une séquence de l'executive master RH, ça peut pas être, quoi qu'il arrive, plus de 30% de descendants. Okay. C'est ça le cahier des charges de l'intervenant. Il peut pas avoir un intervenant qui intervient et qui déroule, même s'il est brillant, passionnant, etc. Il y a entre 20 et 30% de descendants parce qu'il faut une valeur ajoutée intellectuelle et un temps d'avance et les meilleures pratiques du moment. Un temps d'interaction, de discussion pour faire émerger les meilleures pratiques déjà existantes entre eux, et ils sont au même niveau que l'intervenant en exed.
Et puis bien entendu un temps de challenge, de mise en situation, etc. Donc si on prend la séquence, par exemple engagement avec Marie Vézy de Schneider Electric, après moi avoir déroulé ce que dit la recherche sur les moteurs d'engagement, elle part sur un business case d'engagement des jeunes collaborateurs aujourd'hui où les mecs récupèrent, c'est pas des cas t'achètes à la centrale des cas comme en école de commerce, elle vient avec un challenge qu'elle a dû relever dans sa boîte et des problèmes qu'elle a au niveau de l'engagement. Et pendant 3 heures, en mode un peu design thinking, ils vont travailler et pitcher devant elle en disant voilà nous comment. Et après, elle leur dira comment elle a fait, elle par exemple. Et tout quasiment est structuré comme ça. Ok. Là, tu as touché tout un tas de compétences, de modules potentiellement. Yes. Si on se met à la place d'un leader RH qui a une trentaine d'années et qui se dit ok, j'ai envie vraiment d'exploser mon plafond. Ça serait quoi les 3 compétences qu'il devrait développer d'après toi? Ça ouvre plein de portes. En fait, en fait, malheureusement, il peut pas raisonner comme ça. Mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est temps 1, une posture réflexive, soit tu peux le faire seul, soit accompagné, hyper lucide sur ton portefeuille de compétences actuelles. Ok. Donc un diagnostic. Un diagnostic. Quelles sont celles qui doivent forcément se confronter avec une vision lucide du métier de DRH aujourd'hui? Parce que en fait, c'est pas 3 compétences. C'est malheureusement là, c'est la seule fois où l'HBR m'a fait pleurer de joie quand ils ont fait leur étude sur Comex, qui est le job le plus proche de CEO, et même les chercheurs, ils étaient déprimés en disant putain, on comprend pas, c'est DRH qui est arrivé en 1. Loin devant le HBR, c'est Harvard Business Review. Loin devant le DAF, le directeur commercial, les directeurs business, le mec de la supply chain, la DSI. Mais oui, parce que en fait, il y a de l'humain, il y a des enjeux de transfo, il y a des enjeux business. Donc le portefeuille de compétences, je pense qu'on est autour d'une 20aine de compétences. Mais personne ne peut exceller sur 20 compétences. Si, certains, mais peut-être 1%. On n'est pas fait pour être aussi bon, par exemple, en finance pour parler en Comex d'un ROI et de dire voilà les gars, ce que je vous promets comme retour sur investissement. Puis après, aller jongler avec des start-upers pour déployer la culture data de la maison et après aller négocier avec les partenaires sociaux et finir par faire un plan de talent management nickel chrome ou même un prof pleurerait tellement il est beau. Personne n'est fait. Donc, diagnostic personnel. En termes de trajectoire, vaudrait mieux quelqu'un qui soit moyen partout? Non, justement. Alors c'est excellent sur certaines choses et excellent sur certaines choses parce que les moyens à l'ère de l'IA sont morts. Malheureusement, le moyen partout, qui était un peu mon profil, excellait au XXe siècle. Sur la fin du XXe siècle, c'est ce qui est de mieux. Parce que t'étais pas challengé par l'IA et l'hyper-expertise. Les technologies nous poussent à de l'expert-expertise et à renoncer à des choses sur lesquelles on n'arrivera jamais. Donc, un diagnostic lucide sur ce qu'on est, sur ses appétences, parce qu'en fait, on est drivé par ses forces et ses passions. Donc, on n'ira jamais sur des compétences où on va progresser, mais tellement. C'est comme moi avec l'espagnol. Je serais bilingue dans 50 ans, si tu veux, mais si j'y mettais plus d'énergie, le ROI est pas rentable, entre guillemets. Et par rapport à ça, ça veut dire être drivé par ces. Donc, très bonne compréhension et lecture des portefeuilles de compétences d'un RH aujourd'hui, grande lucidité sur ses compétences actuelles, travail sur ses forces et ses drivers, ses moteurs de motivation. On peut après, du coup, aller chercher 2, 3, 4, 5, 6 qu'on n'a pas. Et de manière générale, c'est ça qui est intéressant avec les compétences transversales qu'on appelle les soft skills, c'est que celles-là, elles sont dans tous les jobs et tout le monde doit les travailler. L'esprit critique, la capacité créative, la capacité à la collaborer, la capacité à communiquer. Boris Cyrben nous dirait même alignement tête-cœur trip. Tout le monde peut les bosser, c'est dans tous les jobs. Et nous, on en a fait un... C'est plus dur que ça en a l'air. Hein. Ouais, bah bien sûr, c'est plus dur que ça en a l'air. Évidemment, la collaboration radicale, on pourrait en parler des heures. Et après, fort de ça, parce que la grande difficulté du RH, c'est que pour accompagner les autres, il doit être perçu comme légitime. Et pour être perçu comme légitime, il doit être exemplaire et exceller sur ses forces. Donc s'il joue au gars polyvalent et qu'il est moyen, le gars d'en face va dire c'est ridicule, le gars, il veut m'apprendre l'IA, il connaît rien. Ou il en connaît moins que moi qui ai pris l'abonnement de ChatGPT et Copilote et qui bidouille dans mon coin. Donc fort de tout ça, si on est au niveau des RH, aller constituer son équipe pour adresser toutes ces compétences, on en a tous besoin. On a besoin de lancer un programme de formation comme une série Netflix. On a besoin de se servir des avancées autour
du design, etc., pour raccourcir les temps de production. On a besoin d'avoir des compétences pour cerner les attentes des collaborateurs pour améliorer leur expérience. Donc ça, on a besoin, mais au niveau de l'équipe. Et donc, c'est presque un recrutement collectif qu'on doit faire. Ça sera jamais moi. Là-dessus, je suis le meilleur parce que c'est moi le leader et ça, c'est du désirable par rapport au marché. Et je vais quand même aller chercher les transversales et quelques éléments différenciants. Par exemple, le niveau 1 de compréhension de ce qu'est la data pour travailler avec un data analyst. Le niveau 1 de compréhension de la finance pour pouvoir jouer une battle avec un DAF dans un COMEX et pas être humilié. C'est un peu le concept des T-shape, personnes qui étaient très démocratisées dans les startups, etc. Yes. Où en gros tu maîtrises tout un panel horizontal de sujets et après t'es super expert sur un domaine qui te plaît. Okay. C'est pareil. Et en plus, il y a certains domaines où t'es même pas en maîtrise, tu peux être juste en capacité à travailler avec tes champions. Alors, en fait, ça nous amène presque sur un débat philosophique supérieur. Et c'est aussi vrai pour mon métier d'enseignant. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de performer dans un métier qu'hier. Et en même temps, on n'a jamais eu autant d'infos, d'outils, d'aide, etc. Et donc, ça te pousse à la spécialisation. Même si je lis entre les lignes de ce que tu dis, aujourd'hui, une équipe RH ne peut plus être que RH. Oh, tu as raison, et moi, c'est le concept que j'ai fait dans le bouquin dont tu disais 2 mots tout à l'heure, Stop au RH bashing. L'une des pistes, c'était ne raisonnez pas en super-héros RH avec votre portefeuille de compétences excellent dans tous les domaines, mais raisonnez en Dream Team RH, c'est-à-dire votre capacité à collectivement exceller dans différents domaines. Et donc oui, il faut de la diversité. Donc oui, il faut un data analyse dans une équipe RH. Mais pourquoi pas un artiste hyper créatif quand Jérôme Friteau de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a recruté un designer, mais qui faisait pas du design thinking, qui faisait des meubles et du design industriel pour designer ses solutions RH. J'ai dit brillant, chapeau l'artiste, c'est génial d'avoir fait ça. Donc oui, bien entendu, dans les RH, il faut plein de aujourd'hui non RH, mais à contrario, faut pas shooter les RH parce que certains ont la tendance, ils ont plus que des pros du marketing, du truc, mais ils connaissent plus rien sur les fondamentaux, donc ils vont se prendre des murs. Et troisièmement, cette équipe hétérogène, faut la faire en sorte que cette hétérogénéité soit une force et soit pas un grand catalogue. On disait quand j'étais jeune le catalogue de la Redoute parce que nous on recevait dans la boîte aux lettres un truc de 1000 pages. Mais tu vois, faut pas que ça soit le site Netflix où il y a tout chez nous, mais en fait personne n'arrive à bosser ensemble. Donc il y a quand même des enjeux après à créer un collectif où cette hétérogénéité est une force et pas un fardeau. Ça dépend de tes objectifs de boîte aussi. C'était Laszlo Bock qui avait théorisé ça. Dans une vidéo qu'on pourra peut-être mettre en description de l'épisode, où il explique Google avait 2 grands objectifs, c'était de recruter les meilleurs en continu et de créer un environnement dans lequel ces meilleurs allaient créer beaucoup de valeur pour Google. Et lui, quand il est arrivé en tant que DRH là-bas, il s'est dit, ok, je veux une équipe RH avec 30% de profils RH, parce que c'est eux qui connaissent le métier. 30% de profils qui étaient des consultants qui étaient ils savent délivrer, ils sera processés, ils savent mesurer, ils savent parler au business. Et il y avait 30% de chercheurs, de data analystes, etc., de sociologues pour comprendre, ok, si on met 1000 personnes dans telle configuration, est-ce qu'il y a des interactions qui se créent ou elles se créent pas? Et j'ai trouvé ça génial en fait d'arriver à théoriser ça. C'est génial. Le seul point de vigilance, c'est pas de faire des 30%, 40% une règle d'or. Ouais. C'est-à-dire que, mais de se dire qu'on a besoin de cette hétérogénéité, de se poser sur le casting, et aussi, ça fait partie de courants de recherche. J'ai beaucoup bossé, mais encore plus mon collègue de bureau, là, notre stratège, Olivier. C'est quand t'es minoritaire dans une équipe, c'est-à-dire quand t'es pas au moins 10, 15, 20%, tu vas te retrouver dans des positions extrêmement difficiles au sein de cette équipe. Et on a besoin de protéger ces minoritaires de la tyrannie des majoritaires. Donc tu peux pas prendre par exemple, un Einstein et te dire génial, j'ai mon innovateur fou, ça suffit. Je le mets là et ça va tourner. Non, parce que en fait, tous les autres vont se liguer pour te le dézinguer. Okay. Et s'il est seul en plus, il va dire je
je comprends pas où est ma famille, où sont mes amis. T'as plein de boîtes qui veulent faire venir des hackers, des trucs, des gens un peu, mais qui se DRH peu, qui crée son équipe, il crée la protection, il se pose la question de si ça doit être un élément de l'ADN, ça peut pas être une personne qui l'incarne. Il y a plein d'ingrédients pour faire vivre l'hétérogénéité. C'est pas aussi, il suffit pas en gros de mettre des gens hétérogènes pour que ça fonctionne. Du coup, on a couvert la partie exécutive sur les profils expérimentés, qu'on a bien creusé, je trouve. Une question qui m'est venue, c'est parce que je sais que tu accompagnes aussi des profils plus jeunes. Bien sûr. De 20, 21 ans. Ouais, même 18, 25 ans. Ok, du coup, 18, 23 ans. Comment est-ce que ces profils-là, tu les prépares au monde aussi complexe qu'on a décrit sur les dernières minutes? Ouais, et c'est un. En fait, je vais vous avouer un truc. Je voulais être prof parce que, étant un peu paresseux, j'avais identifié le bon filon. Autrement dit, entre 16 et 20 semaines de vacances. Mais c'était comme ça à mon époque, puisque à Dauphine, on commençait le 1er octobre, on finissait le 1er juin. Sauf si tu avais le rattrapage. Et le stage n'était pas obligatoire à l'époque, sauf en 4e année. Je te laisse imaginer. Donc moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à partir en vacances juin, juillet, août, septembre, 4 mois, un tiers de l'année. Boum. Avec la chance de pas avoir besoin de revenus. J'arrive pas à imaginer. Mais le rêve. Non, mais le rêve. Mais c'était un plaisir. C'était bon, rendez-vous. Et tu revenais. Il s'était passé un tiers de ton année. Mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Et donc, j'avais ça comme mindset. Quel est le métier dans lequel, et c'était avant, bien sûr, les 35 heures. Donc, il n'y avait pas de RTT, des semaines de 4 jours. C'est-à-dire que les autres étaient aux 5 semaines et toi, t'étais aux 16 semaines. Il y avait pas match. Et j'avais un deuxième critère, c'est quel est le job où en fait tu bosses tes cours et pendant 30 ans tu vas pouvoir les recycler tel quel tu bosses une avec fois une R&D minimum. T'as vraiment optimisé. J'ai dit mais c'est dingue en fait, je vais bosser en 99, je vais au moins tenir 15 ans là-dessus. Je disais 4 mois de vacances, 15 ans de trucs. Le monde va pas bouger, ça va rester pareil. Non, parce que honnêtement après les 30 glorieuses, à un moment où en plus, comme tu l'as dit, 99, la bulle Internet s'effondre. Ouais, plus personne ne croit. La transformation digitale, elle a été si difficile à reprendre, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru une première fois et qui se sont pris une vague où ils se sont dit, attends, on m'a menti, c'est du pipeau ce truc-là, jamais ça marchera. Hein, tu vois. Donc faut jamais oublier ça. Et malheureusement pour eux, le digital, c'est des vagues qui se crachent, mais ça continue à cranter et c'est pas pour ça qu'il faut potentiellement les enterrer. Et aujourd'hui, je suis obligé de mettre à jour mes cours tous les trimestres. Et à cause de l'alternance et de la formation continue, j'ai moins de vacances qu'un mec au forfait dans une grande boîte en jour. C'est des trucs, c'est une arnaque intégrale ce truc. Bon. Ça, c'était pour une sorte de justice, quand même, un équilibre qui se Oui, mais tu vois, encore une fois, une stratégie délibérée qui a échoué, quoi. Je fais un truc, là, au moins c'est carré, je suis fier de moi, et boum, et avant le Covid et le télétravail, des fois, je pouvais être 10 jours par mois chez moi, peinard, et tout d'un coup, je vois débarquer ma femme, qu'est-ce qui se passe, 3 jours de télétravail, puis les gamins, qu'est-ce qui se passe, non, mais attendez, là, c'est privatisé, la baraque de 9h à 20h, c'est pour moi, là, revenez, c'est marrant. Et donc, par rapport à ça, si on s'intéresse aux jeunes générations, je crois que d'abord, l'objectif numéro 1 pour eux, c'est les faire atterrir sur, un gros mindset, c'est-à-dire en traduction française un esprit un esprit de développement, c'est-à-dire il y a pas de barrière limitante, quasiment rien n'est du domaine de l'inné, tout peut s'acquérir et quoi qu'il arrive, l'apprentissage ne s'arrête jamais. C'était un slogan de L'Oréal, Learning Never Stops. Je sais pas si les deux, mais j'avais bien aimé. One Day, One Learning. Et si aujourd'hui t'as pas appris un truc de neuf, tu t'es pas exposé sur de nouvelles situations, tu te mets en danger dans un monde chaotique et imprévisible. Donc c'est ce mindset-là, qui est pas du tout le mindset que moi j'avais, étudiant des années 90, qui est de dire, putain, on rame depuis la maternelle, donc voilà, Master 2, les gars, salut la compagnie, les études maintenant, vous avez ciao les gars, hein, rendez-vous à la retraite. Et là, les faire attirer, non les gars, étudiants à vie, expérimenteurs à vie, développeurs à vie, et vous devez vous développer en permanence, etc. Donc c'est construire des parcours
Bien sûr, il y a un deuxième truc qui est aussi, tu dois développer des capacités, alors que tu appelles ça capital psychologique. Capital psychologique, c'est un concept qui a émergé pour dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'optimisme, d'espoir, de résilience et de ressources. Autrement dit, même si tu penses que c'est la fin du monde, en fait, c'est pas vrai, rien nous le dit. Même si tu te prends des embûches sur la gueule, on continue à avancer, ça finira bien par payer. Même s'il y a un événement difficile, on a la capacité de rebond et j'ai confiance dans mes ressources pour faire face à n'importe quel événement qui peut arriver. Donc c'est arriver à créer ce mindset-là. Or, c'est pas du tout ça que te disent les études stats aujourd'hui chez les jeunes générations. Niveau d'anxiété, niveau de peur. Il y a une étude qui est sortie il y a 3 ans aux États-Unis. On interroge des gamins de maternelle. À quoi ressemblera ton avenir en 2035 ? Et le gamin fait un dessin d'une maison et après il barre, puis il dit je serai SDF. Et après il fait $, et il barre, je n'aurai pas d'argent. Et après il dit je pourrai pas me baigner et de toute façon tout aura brûlé. Alors, mec, tu as un niveau de capital psychologique proche de zéro. Il pense que sa vie est foutue. Faut se mettre à leur place. Covid, Ukraine, c'est la folie le truc. Changement climatique. Autour de moi, il y a de moins en moins de personnes de mon âge qui veulent d'enfants. Ben oui, bien sûr, ça y contribue. Un enfant dans le monde qui nous attend demain. Exactement. Donc moi, je veux leur donner de l'estime et de la confiance en eux. J'ai les ressources pour faire face à des choses, des capacités de résilience. Tu vas te prendre tellement de coups dans la gueule, tu n'imagines même pas, perso, pro. Donc accueille-les avec la banane et développe tes capacités de rebond, parce que tu vas t'en prendre plein. Et une fois qu'on a parlé de ça, bien sûr, les compétences transverses, c'est les mêmes, hein, esprit critique, créativité, pensée autonome. Donc, tu dois forcément développer l'étudiant acteur de son parcours. Et c'est un combat, en fait, moi, de prendre des étudiants qui sortent du bac et qui ont été formatés comme moi je l'ai été, et de les libérer de non, c'est pas parce que je l'ai dit que c'est vrai. Tenter des choses, je sanctionnerai pas. Au contraire, il y aura une prime à l'innovation. Non, arrêtez d'apprendre par cœur et de sortir ce que je vous dis. Donnez-moi votre avis sur la situation. Non, arrêtez de faire des recettes toutes faites, contextualisées. Donc il y a ça aussi. Libérer ces énergies créatives qui sont souvent vraiment limitées par les. Toi, c'est les RH aujourd'hui. Je pense que c'est l'occasion d'ouvrir un grand chapitre qu'on voulait voir avec toi aujourd'hui. Et attends, je finis juste 2 secondes, hein, mais j'ai fini qui est bien sûr, et derrière, il y a le bagage des fondamentaux métiers. Donc aujourd'hui, tu dois savoir faire un onboarding, savoir faire une campagne de recrutement sur les réseaux sociaux attractifs, tu dois savoir faire un plan de développement des compétences qui fait vivre une belle expérience apprenante, tu dois réfléchir à une politique de comp and ben qui est attractive. Donc si tu renonces pas à ça, et bien entendu, après, tu as les compétences générale, interculturelle, stratégie, management, anglais, data IA. Moi, mon seul problème, c'est de faire tenir ça dans l'année, en gros, ou sur un programme, en fait. Et tous les 3 mois, tu revois tout ça. Non, moi, je revois tous les 3 mois mes cours en disant j'enlève tous les slides où depuis l'actualité a dit que c'était une énorme connerie et j'insère un slide parce qu'il y a eu un buzz là-dessus où il y a eu une recherche qui a démontré ça et si je leur dis pas tu vois pendant si je vous donne un exemple, ça va vous parler après on répondra à ta question sur mon cours de recrutement, j'ai pu parler de Monster entre 2000 et 2015 et faire 3 slides là-dessus. Et depuis tu vas parler de LinkedIn, puis après tu vas parler d'Indeed, puis après tu vas parler de Welcome to the Jungle, et puis après tu vas parler de ci, puis après tu vas parler d'Instagram, puis après tu vas parler de TikTok, puis après tu vas parler d'autres choses, ou pourquoi il faut plus. Donc en fait, t'es toi-même obligé ou de recrutement à l'aveugle, ou de recrutement en VR, avantage, inconvénient, enfin peu importe, ou la chasse de tête. Alors on garde truc dans quel cas. First. Hein? Assess First par exemple, qui a ses fans et ses détracteurs. Donc bon, donc moi je leur fais faire des veilles par exemple sur chaque matière, veille recrutement. Trouvez-moi les 5 startups qui vous inspirent le plus en recrutement. Trouvez-moi les 5 boîtes que vous trouvez les plus inspirantes en recrutement. Carte libre. Par contre, démontrez-moi pourquoi vous les classez dans votre top 1. Amenez-moi vos critères de classement. Quelle est l'histoire que vous mettez derrière pour C'est au-delà de l'histoire. Je l'ai choisi parce que je trouve que l'impact est sympa, que ça améliore l'expérience, qu'il y a des KPI, que ça scalé ou pas. Enfin, c'est aussi. Ça les met vraiment dans le rôle d'un leader RH qui doit benchmarker et aller voir son DRH pour dire. En gros, un module recrutement, c'est Michel en ouverture. Que dit la recherche? Où en est le recrutement aujourd'hui? Les fondamentaux du recrutement. Boum. Après 2 pros.
Grégory qui est DRH adjoint chez Cardiff, Stéphane qui est directeur d'un cabinet de recrutement, qui là est dans la pratique. Hey mec, on va faire un entretien de recrutement simulé, on va faire un onboarding, on va faire une fiche de poste, on va faire une offre, on va faire une campagne sur les réseaux sociaux, etc. Donc là vraiment c'est des pros qui les mettent en situation. La veille, 3 cas pratiques, là plutôt centrale des cas, voilà, que j'achète et qui doivent, etc. Et fort de tout ça, à la fin, un partiel de 4 heures sur un cas pratique où il n'y a aucune question de cours et comment vous auriez fait à leur place. Je suis à 2 doigts de m'inscrire à son master. Mais venez, venez. On va reprendre les cours. On va reprendre les cours. Ouais, non, carrément. Et ça, à la limite, ça peut marcher, mais ça rencontrera pas forcément la popularité attendue côté étudiant au début. C'est ça qui est toujours fascinant. L'étudiant veut pas de cours classiques, mais finalement c'est confortable de gratter. Et le mec il nous dit de faire une veille. Attends, ça vous prend des heures à les compiler, etc. Ah, mais il nous demande notre avis, ainsi de suite. Donc il faut les comprendre. Ils ont vécu dans un modèle où pendant 15 ans. Il faut les comprendre, mais le bon prof il doit les challenger et accepter une impopularité à court terme qui doit se transformer en popularité à long terme et surtout quelques années après le diplôme. En fait, finalement, ça m'a servi. Ici, il cherche à faire un peu un côté aimez-moi, si souvent des problèmes narcissiques aussi, ou à les satisfaire ou à avoir des bonnes évals l'année, il risque de se fourvoyer parce qu'il les a pas mis en situation d'inconfort. J'ai le même problème en Exed. En Exed, ils doivent faire une veille prospective Future of Work à 5 ans et systématiquement, mais Michel, dis-nous comment faire, dis-nous ça manque de méthode, ça manque de cadre, ça manque de KPI, mais vivez ce cadre de liberté. Non, dis-nous petit 1, petit 2, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est répliquer et adapter et appliquer tes méthodes. Et donc, tout le monde a du mal finalement. Tout le monde veut de la transparence, de l'horizontalisation, l'autonomie et de la contrôlabilité. Quand tu le donnes, les mecs, ils ont fait une grève il y a 3 ans pour remettre des questions de cours au partiel. Tu te rends compte le truc, c'est-à-dire pour pouvoir réviser. Au moins, ouais, monsieur, on fait un merde, on apprend par cœur des fiches, ces trucs. Vous nous demandez là de réfléchir, non mais c'est un scandale. À Sciences Po en initiale, il y a 6 ans, je tente une expérience en disant prospective, Future of Work, bon c'est la fin de l'horizontalité, on est tous égaux. Je vous propose qu'à partir de maintenant, c'est vous qui vous notiez. Pour moi, c'était l'étape ultime. Quel finalement attribut j'ai pour vous noter moi. J'ai eu une grève. Ils sont allés voir le directeur de Sciences Po en se disant le mec, il est payé à nous noter. Et alors c'est Sciences Po, donc ils sont politisés, donc il dit donc il est payé, donc il va plus rien foutre. Et deuxièmement, en fait, il fait porter le poids de la domination et de la note sanction sur nous, qui allons nous entretuer entre nous. Alors que normalement, le mec qui doit détester, c'est le prof, c'est à lui de noter. C'était passionnant parce que ça allait à l'envers de toutes mes convictions pédago, mais c'était très logique dans le raisonnement, ils avaient raison. Ça allait trop loin dans le modèle. La Hunger Game, elle marche pas toujours. Exactement. Mais tu vois, donc il y a parfois des choses qui marchent pas à tous les coups. J'allais te dire tout à l'heure, vu qu'on a dressé un super portrait de le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est super aussi intéressant et c'est un chapitre qu'on voulait voir avec toi, c'était hier. Et comprendre d'où est-ce qu'on est parti, et voir tout le chemin qui a été fait pour dire ah ok, en fait si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est logique parce qu'il s'est passé tant d'événements, tant de jalons hier. Et je sais que tu as fait plein de recherches autour de ça. Et c'est un chapitre qu'on voulait absolument aborder avec toi aujourd'hui. Et du coup, je propose qu'on l'ouvre là et que tu nous partages un petit peu ce que tu as pu faire autour de l'évolution du métier de DRH, qui s'appelait pas forcément comme ça quand il a émergé. D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi il a existé à la base? Et qu'est-ce qui fait qu'il a cette forme-là aujourd'hui et qu'on se retrouve à un moment aussi, je trouve, assez crucial, voire pivot, où il y a tout un tas de chemins et d'embranchements possibles, parce que c'est un métier qui, je trouve, se cherche encore. La chance que j'ai eue à un moment dans ma carrière, c'est d'intégrer sous les bons auspices d'Easy Béard, que vous connaissez peut-être, qui était à l'époque le DRH de Telstat et qui était au conseil d'administration de la NDRH et qui était le rédacteur en chef de la revue personnelle, qui était la revue de l'Association nationale des directeurs et cadres de la fonction RH. Et en fait, Easy à un moment dit on va avoir un numéro vraiment spécial, ce
qu'on fête les 70 ans de l'association. Il faut savoir que, on reviendra du coup à l'historique, la première association professionnelle RH, elle se crée en 1948, juste après la guerre. Et moi, tout de suite, je préempte ce sujet-là en me disant génial. Moi, je veux bien rebalayer ça et m'intéresser à l'histoire de la fonction RH. J'étais pas le premier à le faire parce qu'il y a un chercheur, par exemple, qui s'appelle Franck Beaune, qui dans les années 80, il a consacré 1000 pages en 3 tomes. Histoire de la fonction RH, tome 1, tome 2, en 80. tome 3. Ouais. Et notamment, on avait la chance à l'époque à la NDRH d'avoir les archives de tous les numéros de la revue personnelle depuis le numéro 1 1948. Et là, un jour avec un collègue, on les prend et on les fait un par un du début à la fin. Et c'était quelle année quand t'as fait ça? À 70 ans, donc on est en 2018, je pense, non? Vous êtes matheux, vous? Non. 48, monsieur, 48 plus 70 ans. Ouais, ça. C'est ça? Ouais, 2018. On est en 2018. Et du coup, le travail était l'année d'avant, puisque c'était en préparation d'une université qui allait avoir lieu à Lyon et qui allait célébrer les 70 ans de l'association. Et donc, effectivement, pour retracer l'historique, la fonction RH, qui s'appelle pas RH, comme tu le dis, elle émerge selon les pays et les industries entre 1900 et 1920. Je trouve pas trace vraiment de fonction RH avant le début du XXe siècle. C'était où les premiers En Mésopotamie. Non, c'est plutôt dans les pays occidentaux, parce le facteur explicatif est double. C'est en fait très corrélé à la révolution industrielle. À savoir que les progrès technologiques, les process, la taylorisation, la standardisation, les usines font grossir la taille des entreprises. En fait, ma vraie question, c'est est-ce que c'était encore un concept des États-Unis qui a été importé en Europe avec quelques années de retard? Non, pas vraiment. T'as pas de concept là. T'as plutôt un besoin double. Et tu verras qu'en France, il y a peut-être plus d'arguments qu'aux États-Unis pour la fonction se structure. Le premier argument, c'est la révolution industrielle augmente le nombre de salariés. Tout d'un coup, tu as des boîtes de 500, puis de 1000, puis de 2000 personnes. Et là, les contremaîtres, on ne parlait pas de managers à l'époque, et les directeurs d'usine disent non, moi, je peux pas gérer 1000 personnes. Donc, on crée une fonction d'intermédiation. Scale-up de l'époque. Exactement. Ça se cale bien entre 1850 et 1920. C'est impressionnant. Hein. On vient d'un monde artisanal, ce qu'on appelle la proto-industrie, des petites boîtes, 5, 6, 7 personnes, et tout d'un coup, boum, en 50 ans, 1000, 2000, 3000, 4000. Donc, il nous faut des gens, en gros, qui sont les intermédiaires entre nous, la direction, et les salariés. Et d'ailleurs, on les appelle les directeurs du personnel. Il n'y a pas de diplôme RH, soyons sérieux. Et les premiers RH sont plutôt beaucoup de gens le savent, mais les premiers RH sont des généraux à la retraite et des colonels à la retraite de l'armée française en France, parce que directeur du personnel, c'est le disciplinaire, c'est la sanction, c'est l'ordre, c'est carré, c'est pas rigolo. En gros, je vous rappelle qu'il n'y a pas de SMIC, il n'y a pas de salaire mensuel, on recrute à la journée. Le matin, l'usine, on dit, toi, Ulysse, toi, Nicolas, viens. On est payé à la fin de la journée. Ce qui est assez emmerdant, c'est qu'au début, ils se rendent pas compte que les mecs après vont au bistrot et boivent toute la paye. Non seulement ils sont bourrés, ils tombent malades, mais en plus les gamins meurent de faim et la femme se suicide. Donc à un moment, on crée le paternalisme pour enlever 40% du salaire jusqu'à ce que ça soit interdit, pour faire des écoles, des hôpitaux, de l'instruction pour les familles, de la couverture sociale, jusqu'à ce que au Front populaire on dit ça c'est horrible, parce que Zola nous fait prendre conscience que du coup ton patron c'est aussi ton propriétaire qui te loue ton appart, ton directeur d'école, ton directeur d'hôpital, ton mec de la maison de retraite, ton mec des offres sociales, et le jour où tu perds ton emploi, en fait, t'es à poil. Ouais. Donc c'est là où on a créé les comités d'entreprise et on a créé des fonds pour que les boîtes le prennent en charge. Donc on a ce temps de la fonction RH. La deuxième raison, c'est l'invention du droit social. Il n'y a pas de droit social en France avant 1864, parce que la Révolution française écrit un principe qu'on connaît tous. On est tous libres et égaux en droit, et donc on interdit toute corporation. Et donc on dit en fait il n'y a pas besoin de contrat pour une relation de travail. Il y a un patron, il y a un salarié, ils sont du même niveau.
La négociation équilibrée, ils vont s'entendre. Sauf qu'en 50 ans, y a des gamins de 6 ans qui bossent 16 heures par jour, samedi et dimanche compris. On interdit les syndicats, on les fout en tôle. On n'a pas le droit de vos corporations. La révolution est contre le collectif. Si l'individu est capable de contracter seul, on se rend compte que c'est déséquilibré. Les patrons ont pris le pouvoir, ils dominent totalement le salarié. Les conditions de travail sont déplorables. Et là, on invente le droit du travail avec la première loi sur le travail de nuit des gamins, avec des trucs. Au fait, peut-être que les gamins de moins de 6 ans ne devraient pas travailler du tout. Et entre 6 et 8 ans, pas plus de 16 heures, s'il vous plaît. C'est ça la première loi. Donc tu vois qu'on vient de très très loin. Ouais, c'est 1864. Mais le code du travail fait 2 pages. Mais en 1920, il fait déjà 800 pages. Et puis entre-temps, on a créé le ministère du Travail, l'inspecteur du travail, les prud'hommes. Et puis on va dans les. Et puis il y a pas tant de grosses boîtes comme ça. Donc l'inspecteur, il vient tous les mois vérifier. C'est pas aujourd'hui le boulot. Le pauvre gars, il a 600 boîtes à faire. Il sait pas comment il peut faire pour aller visiter toutes les entreprises. Donc les pénalités financières, le coût du non-respect des droits devient tellement dissuasif qu'on dit on nous faut deuxième catégorie un juriste, un militaire. Troisième temps de la fonction, il y a la conflictualité qui monte en lien avec aussi le marxisme et la révolution bolchevique et le début des premières luttes sociales. La CGT, c'est 1905 seulement, 1910, le premier syndicat français. Et donc on veut aussi un champion du dialogue social en France. Les États-Unis se posent pas trop de questions sur le droit du travail. Ils ont ce qu'on appelle un droit un peu mou, là. Ils jouent autrement. On a un peu d'avance. On a de l'avance. Ou du retard pour eux, puisque quand ils débarquent en France, pour eux, on les empêche d'innover, d'être disruptifs, de créer, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en sort moins. Mais ça reste un autre débat. On le voit avec l'IA. Il faudra un autre podcast. Donc, des DRH, champions de l'administration du personnel, mais très proches des salariés. Leur première qualité, c'est la confidentialité, le secret, l'écoute. Leur porte doit toujours être ouverte. Et en même temps, des champions du droit du travail, et puis qui savent mettre des coups de règle ou sortir les mecs qui respectent pas le disciplinaire et récompenser les meilleurs. Voilà. On est quand là ? Et là, tout ça, c'est jusqu'en 1948. Okay. Et les 30 Glorieuses arrivent. Et les 30 Glorieuses, elles amènent des taux de croissance de dingue, mais en plus prévisibles. 10 à 20% tous les ans. C'est là où on invente la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On est obligé d'accompagner cette croissance. C'est là où on se dit, mince, les meilleurs vont aller chez Michelin, alors que moi aussi je fais des pneus sympas, mais en fonction de mon image, le mec peut choisir. De toute façon, tout le monde recrute. Donc, on se met en place ce qu'on appelle la gestion de l'emploi, dans lequel on va avoir le recrutement, la formation, la gestion de carrière, la gestion prévisionnelle, la santé au travail, etc., etc. Et bien entendu, on fait rentrer des psychologues du travail. C'est là où les premiers outils RH apparaissent. C'est là où les tests, par exemple, de recrutement apparaissent. Les entretiens annuels d'évaluation apparaissent. Mais il n'y a pas de data RH. Je voyais ça beaucoup plus récent, ça. Non. Les premiers outils. Après, on va les sophistiquer, si tu veux. Et puis, mais en fait, c'est une période rêvée où tout va très bien, mais où on achète le pétrole à quasiment zéro parce que on le pique aux Algériens par la colonisation. Donc en fait, on nous vend toujours un modèle de rêve qui n'a aucune soutenabilité, ni écologique ni économique, quand tu regardes concrètement dans quelles conditions il s'établit. Mais quand je dis, tout le monde adore les RH. La cote des RH est 9,9. Les RH, c'est papa, maman. C'est soit le père sérieux qui remet de l'ordre, soit c'est maman qui me conforte, j'ai un problème, mes gamins sont trucs, j'ai mal au ventre, je vais me faire hospitaliser. Viens, explique-moi, etc. Et puis, choc pétrolier. La perte des colonies, et là tout d'un coup la France découvre le pétrole à $10 le baril, un retournement de marché comme on n'a jamais fait, dans un contexte où on avait fait une GPEC plus 10% entre 73 et 77, et on fait moins 10, moins 20, moins 30. On fait un gap. Le chômage de masse, Pôle emploi n'existait même pas, on n'avait même pas l'ANPE, on n'avait même pas eu l'idée, parce que personne savait ce que c'était le chômage avant 63, pour vous dire. Et là, on passe dans autre chose. Le directeur du personnel, champion des restructurations. D'ailleurs, on avait des articles dans la revue personnelle, le blues des DRH, les mecs tous en déprime. C'est quoi votre quotidien ? Je vire en moyenne 10 affaires. Enfin, personne tout. Vous avez recruté, je recrute plus personne, vous faites du développement, j'en fais plus. Je fais même plus de paye, en fait, je sors tellement de gens que ma vie, c'est de virer les gens. Et c'est là aussi se crée le début d'animosité en disant, en fait, quand le téléphone sonne,
Quand le DRH appelle, c'est plus pour me demander comment je vais, mais c'est pour m'annoncer de mauvaises nouvelles, parce qu'en fait, c'est lui qu'on envoie au front pour licencier. Et par contre, c'est là aussi où se créent des enjeux de compétitivité. On est dans une croissance négative. Donc, si tu veux gagner des parts de marché, tu dois aller les chercher. Si tu dois aller les chercher, tu dois avoir des avantages de compétitivité et de créativité. Pour y arriver, tu dois avoir, on invente le terme de capital humain. Tu dois avoir de ressources pour dire, tu dois avoir des éléments de différenciation chez tes collaborateurs. Tu peux plus te contenter finalement d'une gestion à la papa de TRH. Puis arrivent les années 80. Et les années 80, c'est les années business en fait. L'image, c'est Bernard Tapie. Il y a eu une série, donc peut-être vous voyez qui il est, même s'il est décédé récemment. Où là, tout d'un coup, c'est autre chose. C'est là où rentre la financiarisation de la fonction RH. Mais alors, McKinsey nous dit qu'il faut 1,6 RH pour 100 collaborateurs et vous êtes à 3,6. Allez, virez-moi 80% de RH. Je comprends pas. Tu me demandes 50 000 euros pour faire ton plan de recrutement. Ça va nous rapporter combien? C'est quoi tes KPI? Le début de l'informatisation, les tableaux Excel qui petit à petit se généralisent et ainsi de suite. Et c'est là où le riche invente le DRH partenaire stratégique, business partner, et on met cette brique business, mais avec sans doute une erreur, c'est que Ulrich dit très bien, attendez les gars, expert administratif, première phase, champion des salariés, deuxième phase, il faut le garder. Ce que je dis, moi, c'est que dans les années 80-90, il faut aussi être excellent en business, un partenaire stratégique et un agent du changement, parce que ça s'accélère petit à petit et les aléas deviennent de plus en plus fréquents. Et les DRH, et c'est là où on abandonne le terme personnel pour adopter le terme de directeur des ressources humaines, pour dire attendez, nous c'est plus, parce que personnel c'était un beau mot. D'ailleurs, le directeur de Michelin n'a pas renoncé à son titre de directeur personnel. Il s'est dit oui, moi c'est personnel, les ressources humaines. C'est une relation encore aujourd'hui d'individu à individu. Il a jamais voulu s'appeler des DRH parce que pour lui c'est actif humain, capital humain, ressources humaines, c'est des folies. Des années 90. Ouais, 80, 90, la financiarisation, on y met des termes économiques. Et d'ailleurs tout le monde se rebaptise, parce que si tu te dis directeur du personnel, à part le gars de Michelin qui reste ancré dans ses compétences, c'est ringard. Enfin, c'est les mecs, mais c'est qu'un titre. En France, les DRH se trompent. Ils pensent et ils analysent Ulrich quand c'est ringard l'expertise administrative et le champion des salariés. Le nec plus ultra, c'est d'être au COMEX, CODIR et d'être un stratège. Et c'est à ce moment-là que arrive les RH bashing, c'est-à-dire s'est déjà pris un coup sur la tête avec les restructurations et le DRH qui vire plus qu'il ne recrute et qu'il ne développe. On s'en prend un deuxième parce que les salariés nous voient comme le bras armé d'une direction plutôt pilotée par le capitalisme et la financiarisation qui n'a rien à cirer des gens, qu'on perd notre image auprès des salariés. Et dans le même temps, les dirigeants disent, attends, ils disent partenaire stratégique, mais c'est des billes en finance et pour nous, ils créent aucune de valeur. Donc on n'a pas gagné les dirigeants, on a perdu les salariés et on se retrouve dans une image dégradée à tous les niveaux, et en plus les syndicats sont pas contents non plus. Et de manière générale, en France, la société civile, notamment le monde des arts, dans les ouvrages, dans le cinéma, tout le monde tire à vue sur le DRH. Et puis en plus à ce moment-là, on rentre dans un cycle où il y a des crises une fois tous les 10 ans. Il y a des crises et donc ça c'est jusqu'au XXe siècle, et si on continue, c'est à partir des années 2000, voire des années 2010, qu'on va y rajouter un technophile, champion des technologies, savoir déployer les technologies utiles, un innovateur qui est capable lui-même de déployer de nouvelles offres et de montrer ses capacités d'innovation sur son domaine RH, un gatekeeper, un veilleur qui est capable d'identifier les signaux faibles de l'environnement pour les travailler par anticipation pour pas que les boîtes se prennent le mur. Et qu'Ulrich met au centre l'acteur crédible. Autrement dit, pour arriver à faire tout ça dans un contexte non favorable aux ressources humaines, c'est-à-dire une financiarisation de la société, il faut des gars qui aient une sacrée posture, de sacrées compétences et qui savent jouer au rapport de force, parce qu'un DRH n'a aucune légitimité naturelle, il doit aller se la créer. Et puis maintenant, on est parti et on part sur le changement climatique, l'IA, les nouvelles générations, le futur du travail, le slashing, tout ce qu'on veut. Donc l'aventure continue. Mais quand on se projette maintenant sur un DRH qui, pendant quasiment 50 ans, a été le gardien du droit, le colonel, attention, je vais me fâcher,
Et le champion de la négociation avec des partenaires sociaux en plus qui ont un positionnement assez rude en France, et qu'on lui dit bonhomme, test and learn, expérimentation, ose, innove, vas-y bonhomme, allez, champion de l'IA, allez, marketing, allez, mais mec, il tombe des nues. C'est l'opposé. C'était le gardien du droit, on lui dit prends des risques. C'était un gars sérieux, on lui dit fais un peu de fun et de marketing pour faire de l'expérience épanouissante et exceptionnelle. Donc on se rend pas compte à quel point quand même cet historique a généré des capacités de transformation réduites et que le saut qui est demandé fort d'autant plus, et je vais juste finir là-dessus, Être schizophrène. que le problème numéro 1, mais qui est à la fois un fardeau et qui est à la fois une bonne excuse des RH, c'est en permanence, il y a un président ou un ministre qui leur dit les gars, faut négocier sur ça. Au fait, CRCD. Je vous l'ai pas dit, allez, normes développement durable. Au fait, je vous l'ai pas dit, mais 6% pour les handicapés. Mais je vous l'ai peut-être pas dit, mais maintenant, il faut le forfait jour et il faut faire ci. Et ça qui est à la fois l'excuse toujours d'un DRH. Et alors, quand est-ce que tu innoves? Quand est-ce que tu es stratège? Quand est-ce que tu travailles sur l'expérience? Quand est-ce que tu lances l'IA? Je peux pas, bonhomme. Je dois négocier la nouvelle norme B76 avec les partenaires sociaux. Pour moi, c'est vrai, ce que j'appelle le plancher collant du droit, et c'est aussi la bonne excuse, parce que bien sûr, comme il a pas fait de Dream Team et comme il est très bon sur ces domaines-là, il limite quand même sa propre transformation, il augmente le bashing et son image qui se dégrade, parce que les enjeux sont là et ailleurs. Et justement, est-ce que tu as vu des exemples, est-ce que tu as des pistes pour faire en sorte qu'une direction RH puisse arriver à gérer ces deux grandes thématiques, même si du coup, dans ces deux grandes thématiques, il y en a plein? Est-ce que l'idée c'est de séparer, il y a quelqu'un qui va s'occuper du légal, de l'admin et d'autres qui va faire... Ça c'est le grand rêve de Thomas Chardin et c'est ce que pensent un certain nombre de spécialistes, c'est qu'on doit, comme la fonction commerciale et marketing se sont scindés et la compta et la finance se sont scindés, se scinder. Et moi, je n'y crois pas. Parce que en fait, l'administration du personnel, c'est la data. C'est donc la mine d'or de la RH. Donc moi, j'ai plutôt une vision sur on automatise tout ce qu'on peut automatiser. On fait gagner du temps sur les tâches récurrentes et répétitives. On garde notre data parce que finalement, le vrai problème des gens, c'est leur REM. Le vrai problème des gens, c'est leur congé avec les gamins. Le vrai problème des gens, c'est leur maladie, c'est leur perspective de carrière. Si t'as plus les data, si tu les envoies en outsourcing ou si tu les envoies une autre fonction, à l'ère du data driven, c'est pour moi un non-sens historique. Ouais, mais évidemment, l'idée c'est de créer des liens, ce serait quand même de garder un lien, mais tu vois quand même les gens qui vont mener à bien des transformations RH, des transformations culturelles, les gens qui vont mener à bien des projets de digitalisation d'IA, comme tu l'as dit, c'est pas forcément la même personnalité, la même culture que quelqu'un qui va gérer. Ils ont besoin, ces gens-là, sous peine de se planter, parce que sinon ils vont avoir une approche trop outillée, moi ce que j'appelle instrumentale, de sociologues de l'humain, spécialistes des négociations sociales, et ils ont besoin de gens très carrés en droit pour malheureusement pas faire n'importe quoi. Et demain, les gens calés en droit seront les garants de l'éthique et de la morale. Donc c'est tout sauf neutre. Mais par contre, oui, ils ont peut-être plus besoin que d'une personne pour faire la paye, parce que le temps gagné par l'automatisation va permettre à mettre des gens plutôt sur de l'individualisation du conseil, et donc va y avoir une reconfiguration et des mouvements là-dedans. Mais qui va automatiser les process du département RH, donc les process, les ATS, qui va collecter la bonne data? Ça veut dire que il y a que deux choix, c'est soit tu scindes, soit tu ramènes cette compétence dans la direction qui est... Soit tu es capable de travailler en alliance totale avec la DSI, parce que, en fait, pour moi, un RH n'est propriétaire d'aucun de ses rôles. C'est-à-dire que c'est pas le DRH qui est le champion de l'IA. C'est pas le DRH qui est le champion du changement climatique. C'est pas l'IA qui est le changement de la data. Donc, entre guillemets, ce que tu dois faire, c'est sur tout sujet de cette nature-là, être un copilote parmi les plus importants du chantier data. Mais ça veut pas dire que tu dois quand même avoir des experts data en interne. Voilà, c'est ça. Tu dois en avoir. Mais dans ton plan de recrutement, il faut quand même que que le DRH puisse se dire, tu vois, juste pour donner un exemple, on fait des missions, et là, en ce moment, je suis dans une mission où, en fait, ce que j'apporte, la raison pour laquelle je suis recruté, c'est une compétence en gestion de projet. Qui est pas forcément, tu vois, quand tu fais ton plan de recrutement dans ta DRH,
bah t'as un budget qui est limité comme toutes les directions, et du coup tu vas aller recruter des profils Bien sûr. différents, mais tu penses pas forcément aux designers, tu penses pas forcément aux data analysts, tu penses pas forcément à la chefferie de projet. Pour moi, à tort, mais je veux pas non plus t'enlever ton business demain. C'est-à-dire que le change, Non, mais bien sûr, c'est important. Le projet, la data, ça pouvait totalement être pour moi outsourcé ou sous-traité avant 2010. Aucun problème. À partir du moment où le change, ça devient permanent, tu dois avoir des champions du change en interne. À partir du moment où tu es forcément data-driven en permanence et tu dois déployer toujours plus d'outils digitaux, tu dois avoir cette expertise interne. Ça ne veut pas dire, par contre, que dans des mondes aujourd'hui qu'on appelle un peu écosystémiques, tu as ton noyau dur et tu es entouré de sous-traitants de rang 1, de rang 2, et tu bosses avec des startups, et tu bosses avec des prestataires, et tu bosses avec les autres services de l'orga. Au contraire, tu dois faire les deux, entre guillemets. Mais tu as un ADN d'expertise, sinon tu es dominé. En fait, ce que je n'ai pas dit là, dans l'historique, c'est qu'à partir des années 80, la fonction RH est dominée par les financiers. Parce que beaucoup de RH sont mauvais en chiffres et en finance. Du coup, comme c'est la finance qui prend le pouvoir dans les boîtes, chaque fois qu'ils viennent, on leur dit tac, 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 j'ai rien, un peu comme tu disais, j'ai rien compris, vous m'avez dit ROI, KPI, EBE, net plus truc, score, truc, bon, ok, au revoir, j'abandonne, je suis nul, je passe mon tour. C'est encore en partie le cas aujourd'hui. C'est encore en partie le cas, mais aujourd'hui, ils sont dominés par les technos. C'est mon problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un start-upper qui vient avec une solution et ils disent, j'ai toujours rêvé d'appuyer sur un bouton et d'avoir la solution qui va bien, mais je suis incapable de rentrer dans à part certains, comme Aurélien à France Travail et ainsi de suite, il ouvre le capot de la start-up, il parle d'égal à égal. Les start-upers, c'est pas pour ça qu'il va s'amuser à développer un logiciel, alors qu'il y a un gars qui a fait un produit génial et que c'est pas son cœur de métier. Il y a un enjeu sur la data, sur le projet, parce que finalement, on bascule tous en mode projet, sur le design thinking, d'avoir ces expertises à minima en interne pour avoir des leaders techniques qui peuvent challenger, évaluer, acheter les bonnes prestats, travailler avec toi et pas avec un autre, ne pas se faire arnaquer, ne pas se faire dominer. Le problème de la fonction RH, c'est d'être dominé. Mais c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on a monté ce cabinet, c'est qu'on a vu, et on en parlait ce matin avec Ludovic, nous on faisait pas mal de transformations digitales auprès de DSI, et on a vu un département qui était aussi dominé, ou en tout cas on n'avait pas trop envie d'aller le voir. Il y a beaucoup de points communs entre la DSI et la DRH, c'est assez fascinant. Et ils ont réussi leur transformation avec pas tous, hein. Leur émancipation. Pas tous. Mais en tout cas. Non, parce qu'il y en a certains qui restent norme B14, truc machin. Mais ceux-là, ils sont quand même en late, tu vois, dans la courbe d'acceptation du changement, ils sont quand même un peu en retard. Sans doute. Il y a quand même pas mal de DSI des groupes du CAC 40 qui sont quand même plutôt sympas maintenant et modernes. Bien sûr. Et nous, on est persuadés que les RH, c'est le moment là pour faire la transformation et ne plus être dominé. Ça revient à ce que tu disais. Donc en gros, tu as ton portefeuille, par exemple, toi, RH, tu as le portefeuille de ton équipe, mais à un moment, très clairement, tu vas devoir renoncer à des choses. Alors pourquoi pas, hein, des choses du type paye, administration, etc. Mais je pense que ça, c'est l'idée facile. Et je pense qu'il y a un piège. Mais peut-être je me trompe, mais tu dois renoncer et tu dois t'entourer effectivement, comme en open innovation, de toute une flopée de gens, et selon les cas que tu utilises ponctuellement ou par projet, avec des relations plus ou moins de liens tendus, etc. Parce que de toute façon, tu vas pas y arriver. Mais eux, tu vas flexibiliser leur rémunération, tu vas travailler dans des liens plus souples, tu n'en as peut-être pas besoin à 100% de ton temps. C'est vrai que c'est tout ça, tu me disais demain, l'un des modèles qu'on a avec Franck, qui est le DRH de VP, c'est le DRH bâtisseur d'écosystème, parce que lui, chez VP, en fait, il met quasiment le même niveau de service RH à ses sous-traitants de rang 1 et rang 2 qu'à ses CDI. Okay. Sur la strate, sur la culture, sur leur programme de formation. Est-ce que ça contribue à sa perf? Il considère que c'est son écosystème, peu importe le type de contrat, qu'il soit commercial, de freelance, de CDI, de CDD ou de sous-traitance qu'il a avec eux. Ça, c'est l'un des axes pour moi central de la fonction. Elle doit être un animateur d'un écosystème dans lequel elle va avoir des gens multi-employeurs, des indépendants, des freelancers, des CDD, des CDD, des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Et elle doit arriver à concevoir une offre RH pour un écosystème assez hétérogène, mais de toute façon, en fait, ils sont tous interdépendants, et si ce maillon-là, regarde les problèmes de Boeing. Et c'est chez les sous-traitants que ça va. Juste, il est quelle heure? Je sais plus à quelle heure on a commencé. 16h? Ça serait bien qu'on
qu'on atterrisse. On parle de sujet de conseiller scientifique là. C'est Ouais. une bonne transition à faire. Ouais, c'est une bonne transition. Mais non, avec Justement. moi, vous me réinviterez. Michel, il est dur en Mais, affaires. mais il nous reste combien de temps? Il nous reste, je vais pas parler trop fort parce que Paul il va nous entendre, mais on a un quart d'heure. Un quart d'heure. Ok, ça marche. Alors, C'est passé Parle- vite. parlons- Moi, j'ai passé un bon moment, mais c'est normal. J'ai ben, parlé. nous aussi, mais c'est passionnant, mais en fait, 2 heures c'est pas assez, il faut qu'on aille chercher 4 heures. Vous nous direz Non, si, mais on pourra si le vous êtes encore là au bout de 2 heures. Oui, conseiller scientifique. On en a parlé lundi, on s'est rapidement appelé pour voir un peu les thématiques et tu nous disais que c'était une des activités que t'as. Alors, pour être concis, qu'est-ce que c'est? Auprès de quel type de boîte tu vas, quel type de boîte te missionne pour ce genre de choses? Et c'est quoi les tendances de fond que les entreprises recherchent en ce moment? Voilà. Et j'ai réussi mon pari parce que tu m'as dit pour être concis. Donc c'est maintenant toi qui me contraint dans le temps, alors qu'au début tu me disais vas-y Michel, Ouais, là, c'est open, on va c'est marrant, commencer à c'est comprendre ça un peu. inversé, tu vois les effets boomerang. Fort de ma thèse, je vais être concis. Hein. J'ai fait le constat que En 1948. non, J'ai eu un peu fort peur. de ma thèse, j'ai fait le constat que la recherche, les articles de recherche étaient des mines d'or, totalement sous-exploités par les boîtes. Parce que les articles étaient illisibles pour des gens qui n'avaient pas au moins fait 3 ans d'études pour arriver à les lire. Moi, j'ai encore parfois du mal à lire certains articles, notamment parce que les chercheurs n'écrivaient que par les chercheurs, mais il n'y a pas plus pur comme méthode de recueil et traitement des données, donc il n'y a pas plus scientifique comme information qui pourrait éclairer des dirigeants sur leur prise de décision. 2, j'ai aussi fait le constat que les chercheurs n'étaient pas forcément très intéressés par le conseil. Ce qui les fait kiffer, c'est la recherche fondamentale, très souvent. Et qu'en France, en plus, on a souvent un regard critique sur les boîtes. On a plus envie de dézinguer les pratiques des entreprises. Oh, les méchants, ils sont pas bien. Et regardez les dérives, regardez le mal qu'ils font, que véritablement chercher à améliorer leurs pratiques. Et donc, mon collègue de bureau, Olivier, avait fait sa thèse dans un cabinet de conseil, un petit. Et c'est lui qui a eu l'idée de dire à ce cabinet, mais vous devriez avoir un centre de recherche interne. Il l'a pas inventé. BCG, c'est ce qu'ils ont, McKinsey aussi, ce qui leur permet de publier leurs gros rapports. La matrice BCG vient de chercheurs, par exemple. Donc nous, à notre petit niveau, et comme on a sympathisé, il dit à un moment, en 2005, Michel, viens dans la boîte, rejoins-moi au sein du cabinet, etc. Sauf que lui, c'est vraiment un chercheur pur. C'est sa passion, c'est ce qui l'anime, etc. Alors que moi, j'ai des aspirations aussi business, d'être en entreprise, de partager, ainsi de suite. Donc quand j'arrive dans le cabinet, j'aime bien ce qu'on fait dans le labo de recherche, mais je sympathise aussi avec le chef d'entreprise. J'aime bien ce que font les consultants. Je rechigne pas à aller en intervention. Lui, par exemple, il refusait d'aller en intervention. Il trouvait que c'était une perte de temps très souvent. Autant produire et puis que les consultants se débrouillent dans la traduction. Et les aléas de la vie font qu'à un moment, en fait, je suis pas concis, hein. C'est malheureux, hein, mais C'est pas grave. je vais On a fait le deuil. je vais essayer de l'être. Le conseil connaît aussi d'énormes crises successives. En gros, ça cartonne pendant 4 ans. C'est des crises monumentales pendant 4 ans qui écrèment 20% du marché. Et ça accompagne les cycles des boîtes. Alors bien sûr, il y a les bulles de l'immobilier, les bulles Internet, les crises des subprimes, tout ce que tu veux, etc. Et au moment de la crise des subprimes, et un peu après, nos clients traditionnels, c'est un cabinet de conseil en strat management. Tu vois, je retrouvais mes amours avant d'avoir rencontré les RH. Avaient besoin de consultants classiques qui les aidaient à faire des plans de stratégie, des diacs, des projets, etc. Et du jour au lendemain, les budgets sont cutés. Ils ont soit besoin de gens qui vont déployer des infrastructures IT, assistance à maîtrise d'ouvrage pour déployer SAP, etc., par exemple, ou d'autres marques, soit besoin véritablement du jour homme classique pour les décharger d'un certain nombre de choses qu'ils n'ont plus le temps de faire puisqu'ils sont dégrossis. Et puis le message, c'est de dire arrêtez de prendre des consultants, il faudrait peut-être bosser aussi de temps en temps. Donc ils flippent là-dessus. Et nous, notre modèle économique se scratch puisque tous nos clients tradis disent. En plus, nous, on avait des locaux place de la Madeleine, 150 mètres carrés au-dessus de chez Fauchon, et le client adorait venir chez nous. Il montait place de la Madeleine, après on allait dans un très bon resto du 8e. Il avait presque l'impression d'avoir réussi sa vie en venant dans la boîte. Et puis à bout d'un moment, il dit j'ai plus le temps de venir, on m'interdit de venir.
on rembourse pas mes taxis, faut que je bosse. Et c'est à toi d'aller le voir à la Défense. Donc ça nous a amené aussi à céder les locaux. Moi, j'étais désespéré qu'on a quitté la Madeleine, mais plus personne ne venait. Ni les consultants, ni les clients, puisqu'on était tous aux quatre coins du monde. Mais nos clients nous disent, écoutez, nous, ce qui nous... Et donc, Olivier faisait des trucs dans The Research, et les clients ont trouvé ça intéressant sans plus, mais ça faisait genre sérieux. Et là, tout d'un coup, à partir de 2010, 2012, 2014, ils disent non, votre offre de conseil nous intéresse plus, mais là, vos veilles prospectives, vos réflexions intellectuelles, ça m'intéresse. En gros, il y a une demande de bagage, de compréhension du monde supérieur, et il y a moins de demandes de petites mains pour faire un certain nombre de boulots. Et il se passe un truc assez dingue, c'est que petit à petit, tous nos consultants tradis, on est obligé de s'en séparer. Et Devers Research, donc c'était mon cabinet de matière grise, fait 5% du chiffre d'affaires de la boîte. Et puis à un moment, il fait 80% du chiffre de la boîte. Et quand le patron prend sa retraite, il me dit, Michel, est-ce que tu veux racheter? Et je dis chiche, et je prends 50% des parts du cabinet, et on se spécialise sur les productions de veille scientifique. Donc après avoir été concis, qu'est-ce que c'est en 2 mots? Une veille scientifique, c'est exactement le boulot que je fais pour faire mes cours ou pour faire un bouquin. C'est les clients m'interrogent sur un sujet et je vais aller regarder tout ce que la recherche mondiale a dit sur les sujets les 3 dernières années. Sauf que je vais le faire en me centrant sur les implications managériales utiles pour mon client et en enlevant tous les trucs un peu trop méthodologiques. Et deuxièmement, en me posant la question d'une traduction digeste pour un client. Et donc, depuis une dizaine d'années, on commercialise quasiment la moitié du CAC, des veilles scientifiques sur des problématiques donc qui ont des particularités. Ils génèrent du stress chez notre client. Il a essayé des trucs tradis, ça marche pas. T'as des exemples? Il a de l'urgence. Il a un sentiment d'urgence. Il a tenté des trucs et ça n'a jamais réussi. Okay. Par exemple, je vais prendre des exemples un peu datés parce que comme ça, par exemple, le groupe Bouygues et en particulier Bouygues Télécom, à qui on demande urgemment parce que il y a une loi sur la féminisation des comex codir et dans le monde des télécoms, il y a que 10% de femmes 4 sup, de mettre en place un plan d'action radical pour arriver à la mixité homme-femme en 5 ans. Et le gars, il est là, il dit attends, j'y connais rien. Quand je lis des articles, j'ai l'impression que les mecs sont tous des machistes et les nanas sont tous féministes. Je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai jamais fait. J'ai essayé une journée de sensibilisation, ça marche pas. Et là, tout d'un coup, attends, nous, on va te résumer les 300 articles des 2 dernières années qui disent voilà les stats et on va te créer ton cadre de pensée intellectuelle sur le sujet. Exemple, par exemple, Dassault. Je vais m'implanter en Inde. Parce que je fais le contrat Rafale, mais c'est quoi les pratiques RH en Inde? Est-ce que je dois prendre un directeur français de l'usine ou un directeur indien? Quels sont les risques de français franco-indien? Quelle région je dois choisir au gré des particularités, etc. Ok, bonhomme, on va compiler toutes les productions de chercheurs indiens sur marché en Inde et en se centrant notamment sur toutes les multinationales qui s'implantent depuis 10 ans en Inde, quelles règles qu'on a à la coopération franco-indienne, etc. On va t'amener ça clé en main avant que tu décides ce que tu choisis, un directeur d'usine indien ou français. Par exemple, cette veille, elle avait dit ni un français, pas un français, mais un indien qui a au moins bossé 5 ans dans une multinationale étrangère. Indienne. Oh, ok, étrangère. Pour avoir la double culture. Il y avait le pur français, mais le pur indien, ça aurait pas marché non plus. Il y avait, ou des choses comme ça. Par exemple, et là, c'est un sujet non RH, mais Schneider Electric, qui lui était plutôt sur, est-ce qu'avec l'arrivée de Google, on doit continuer à faire du B2B, 2B2C, c'est-à-dire vendre à un grossiste qui vend à un constructeur de maison qui vend au client final, ce qui nous éloigne de la data. Donc, est-ce qu'on doit vendre en direct? Ou en B2C? En B2C direct, ou est-ce qu'on doit garder nos prestats? Et la veille avait amené pourquoi il faut les garder, mais comment il faut conserver la data. Enfin, donc ça vient de ça. Donc ça, c'est le temps 1. Moi, pendant 10 ans, j'ai fait des veilles scientifiques, toujours sur des questions de niche, mais cruciales pour l'entreprise à un instant T. Aujourd'hui, là, on s'est associé avec Lawrence et Hamilton, qui est un gros cabinet de chasse, d'outplacement et ainsi de suite, pour lancer une initiative qui s'appelle Blue Butterfly. Les questions qui nous sont posées, je me demandais, il y en a un autour de arrêtons le bullshit, c'est quoi vraiment les critères de détection d'un potentiel de leadership d'un individu?
dites-nous tout ce que la recherche en psycho, en socio, en RH dit là-dessus. Parce qu'on a l'impression quand même de recruter un peu à l'ancienne, au feeling, de surdimensionner peut-être le diplôme. Est-ce que c'est toujours les critères qu'il faut? On a une autre boîte qui dit autre chose. La carrière de l'expert, on la maîtrise bien. La carrière du manager, on la maîtrise bien. Faites-nous la carrière du leader influenceur et faites-nous la carrière du chef de projet. Parce qu'en fait, la recherche dit qu'il n'y a aucun chef de projet qui vient de PDG d'une boîte. Ok. Donc, ok, c'est génial. Tu as des projets toujours plus gros, mais ça va pas. Il faut qu'il y ait une symétrie des pyramides qui t'amène au sommet. Donc, comment on fait les passerelles entre projet, la hiérarchie, le slashing, l'influence? Et donc, on a bossé là-dessus. Et un autre client là qui nous intéresse dit aujourd'hui, pour créer un produit, j'embarque 10 partenaires qui ont des cultures totalement différentes. Moi, c'est plus un conflit franco-américain, c'est un conflit avec 10 boîtes françaises, mais il y a une boîte mondial. De la tech, il y a une boîte industrielle, il y a une boîte du service. Comment je les fais tous travailler ensemble? Tu vois, c'est des sujets comme ça qu'on adresse. Incroyable. Ok. Ouais, passionnant. Hein. Ça va être génial à gérer. Et donc, directeur scientifique, pour finir, c'est que certains des clients à un moment sont tellement satisfaits d'éveil qu'ils disent, Michel, on aimerait bien te garder, mais plusieurs années, et que tu viennes régulièrement, et dès qu'on a un problème, on fait SVP, et tu nous produis ad hoc un truc qui nous permet d'avancer. Et c'est plutôt rare, mais j'ai 4-5 clients comme ça. Ok. Ah, incroyable. En termes de business model, c'est magnifique. Et en plus, c'est passionnant. Génial, je pense qu'on passe à la dernière partie. Ouais, même rapide. Ouais, voilà. Curieux d'avoir parce que de ton côté, si on sort la boule de cristal, sur les 5-10 prochaines années, c'est quoi les tendances que tu vois? Ce qui est horrible, c'est qu'on pouvait faire de la prospective avec une fiabilité à 100% il y a 10 ans. Moi, je me souviens, les étudiants, je dois faire quoi, monsieur, pour réussir ma vie? J'avais un petit guide en lui disant, tu fais ça, tu fais ça. Pour un mec qui avait échoué toutes ses stratégies des c'est non. Mais je disais, tu fais ça. Non, fais pas ça, fais ce truc. Aujourd'hui, je suis incapable de donner un conseil. Mais malgré tout, un monde toujours plus intermédié par les technologies qui poussent à monter en flèche les compétences IA, techno, mathématiques et data pour tous les métiers. Sinon, on est en fracture digitale, ne serait-ce que dans la coopération homme-machine, par exemple. Deuxièmement, un climat qui continue à se dégrader, sauf si on a une technologie miraculeuse qui résout tous nos problèmes et qui pose des problèmes même d'exercice de certains emplois. Par exemple, je reviens d'Andalousie, on bosse de 6h à midi, on fait la sieste de midi à 18h, on bosse de 19h à 23h. C'est ça la nouvelle journée de travail. Mais il n'y a pas le choix, sinon tu meurs. Si tu es dehors et que tu fais un boulot même pénible, etc. Donc moi, je suis convaincu que le changement climatique qui malheureusement est en train d'adopter une courbe exponentielle comme l'IA. C'est mauvais ça. Avant, ça se dégradait de manière linéaire. Là, ça passe à un exponentiel. Et si on dépasse les 3-4, ça, en 10 ans, ça sera la dégradation qu'il aurait dû y avoir en un siècle. Donc c'est catastrophique. Donc ça va tout conditionner les locaux, la mobilité, voir le type de job. On va killer des industries, des jobs, les compétences vertes vont devenir truc. Que quoi qu'il arrive, on vit des révolutions sociétales et sociologiques qui vont vers toujours plus d'écosystèmes plutôt que d'organisations fermées, de slashing et de multi-entrepreneuriat d'intérêt par rapport aux structures d'emploi un peu plus stables qu'on connaît, de nouvelles aspirations aussi de vie, à beaucoup plus d'années sabbatiques, d'allers-retours entre l'associatif, le public, le privé, des temps de travail, des temps de non-travail, des temps dédiés à l'éducation, des temps dédiés à l'investissement dans la cité. Et je reviens au boulot. Alors, il y a des modèles, par exemple, au Danemark, tu peux passer de fonctionnaire à entrepreneur au privé, alors qu'en France, c'est fonctionnaire. Si tu veux aller bosser dans le privé, tu coupes ton contrat, donc fonctionnaire un jour, fonctionnaire toujours, par exemple. Je crois aussi très fortement à des retours en arrière. Donc des grandes périodes, peut-être pas jusqu'à Winter is Coming, mais des grandes périodes finalement où on va avoir de plus en plus besoin de clans, de tribus, d'éléments de protection, parce que il y a certains environnements qui deviendront plus violents, plus dangereux. Je crois plus à la capacité de l'individu à survivre seul. C'est ça que, et donc je crois à l'obligation d'aller se créer des petits villages gaulois comme Astérix et Obélix.
On demande à un Paul si ça peut être notre bunker. Si jamais tout va mal, on reste dans cette petite À cave. Paris, là, on est peut-être pas mal ici. Hein. On est peut-être pas mal. Après, il va falloir faire pousser des tomates là. Il va falloir avoir de l'eau. Tac au tac. Tac au tac, je vais commencer Bien que quelqu'un se dise le fil de ce podcast. Je vais commencer des phrases, Michel. Je vais te laisser les terminer pour moi, ok? Du tac au tac. Aujourd'hui, les équipes RH devraient. Ah la vache. Parce qu'il y en a tellement, t'as compris que moi mon problème c'est de sélectionner. Concision. devrait fonctionner en Dream Team. Ok. Demain les DRH seront beaucoup plus pluriels et hétérogènes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ok, ouais, cohérent. Le sujet chaud du moment c'est je pense à égalité le changement climatique et les IA génératifs, mais l'IA pendant 1 an, 2 ans va prendre le dessus. Ok. On va dire les IA génératives. Enfin, les technologies en général. Mon opinion à contre-courant des autres, c'est que plus il y a de la technologie, plus il y a besoin de relations émotionnelles fortes et de l'intensité, donc plus le H de DRH vit et c'est contre-intuitif. Effectivement. Ok. Ma plus grande leçon dans le monde professionnel, c'est les seules barrières qui existent sont celles que tu te mets. Profond. Pas profond, mais, mais du vécu. Ok. C'est toi les barrières limitantes. J'en suis convaincu maintenant. J'adore. J'ai la question la plus dure pour toi. Quel est le livre que tu offres le plus, ou que tu recommandes le plus? Il y en a un. En fait, j'offre le nouveau livre tous les ans. Donc, cette année, je vais offrir Green RH quand la fonction RH fait la révolution verte. Mais l'année dernière, je ferai celui de Pierre, que t'as écrit avec Pierre sur les startups et les scale-up. Mais cette année, ça sera Green RH très largement diffusé. Ok. Très bien. Et si tu pouvais glisser un conseil au Michel qui voulait devenir DJ, le David Guetta de l'époque, Bob Sinclair, que tu dirais moi, j'aimerais bien que, comme dans les livres de science-fiction, les multi-univers existent et j'aurais aimé bien vraiment pousser la carrière de pianiste et la carrière de DJ pour moi. Ça me menait, tu sais. Donc, j'attends. La machine a remonté le temps pour. Mais ils existent, c'est juste qu'on n'a pas conscience. Ouais, mais il y a un Michel DJ dans une. J'ai lu un bouquin sympa de Roland Portiche qui est là-dessus, qui s'appuie de faits réels. C'est une machine à remonter le temps mais c'est pas le seul, qui identifie. Chaque fois qu'il remonte le temps, en fait, il change l'histoire et il est rebalancé dans un autre univers où il s'est passé d'autres choses. Pour pianiste, je pense que j'étais pas assez doué. Pour DJ, c'est quand même un monde très très dangereux en fait. L'addiction. Est-ce que tu dirais que tout ce que tu as accumulé comme expérience? Je dirais que. Alors, qu'est-ce que je dirais sur quoi? Sur DJ? Non, pour finir. Un conseil dans le petit creux de l'oreille en disant avec 30 ans plus tard. Avec 30 ans plus tard, ne pas se fier aux apparences. Parce que moi, j'ai souvent jugé les gens sur le look, sur l'apparence, sur des présupposés. C'est vraiment tragique de le faire comme ça. Et le deuxième point, c'est que finalement, avec le recul, je crois plus aux évolutions par petits pas qu'au finalement à l'hyper-ambition ou finalement à chercher à scaler très vite. Donc c'est en start-up, mais pour mener des transformations durables. Parce qu'en fait, il y a la scalabilité et il y a la durabilité. C'est deux choses différentes. Pour changer un collectif, pour changer un individu, finalement, c'est des petites victoires du quotidien qui t'y amènent plutôt que tout d'un coup un changement radical. Et donc je pense que moi j'ai trop heurté ou j'étais trop radical par rapport à certaines transfos où j'ai voulu amener des gens parfois dans mes rythmes qui sont pas le rythme de tout le monde. Donc je serais beaucoup plus vigilant sur les autres en fait. Ça paraît paradoxal pour un prof de RH, mais j'ai souvent pensé les autres à mon image. Donc s'il n'y a pas de problème, boum, on peut le faire et en fait non. Ça c'est des vraies leçons ça. Ouais, je suis d'accord. Et pour terminer, si on peut, et comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, sur LinkedIn, assez facilement. Je crois que c'est comme ça que tu avais procédé. Ouais. Je crois, ouais. Et après, Clément, l'adresse, peut-être Clément d'ailleurs. Et après, l'adresse Sciences Po, c'est prénom.nom@sciencespo.fr. Donc, ça aussi, c'est facile à trouver. Super. Merci beaucoup Michel en tout cas pour ta générosité. Ouais, c'était passionnant. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez passé un bon moment vous? J'ai passé un excellent moment. Moi, j'ai adoré la rétrospective RH.
J'ai Ouais. appris plein de choses. Et en fait, moi, ce qui est marrant, c'est et c'est pour ça que je vous remercie. On n'a pas toujours, on se pose pas toujours le temps pour faire des regards en arrière, des flashbacks de 20-30 ans, ou même verbaliser, formaliser des choses. Et il y a des choses, bien sûr, que je dis tous les jours presque sur la fonction. Et il y a d'autres choses là. Ça nous a permis de se remémorer. Enfin, moi, ça m'a permis de me remémorer des temps, de me dire des choses que j'avais pas l'habitude forcément toujours de voir. Donc, merci pour cette posture réflexive et ce flashback qui m'a aussi permis de formaliser des choses. Et ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Franchement, on était ravis. Je pense qu'il y a quelques moments dans le podcast qui vont, l'histoire de la fonction RH était passionnante. J'ai l'impression d'être dans un film. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un film. Mais je crois il faut vraiment qu'on y aille. Il y a Paul qui est venu nous voir. Yes. On a dépassé. On Merci est viré. pour sa Eh ben, générosité. écoute, on a réussi la durée la plus longue de Pour l'instant, oui. Ah, les bien, ouais. Allez. Bravo. C'est toi. Bravo. Bravo à vous Allez, alors. Merci pour votre écoute et À à bientôt. bientôt. Ciao. Ciao.